Salut les amis, bienvenue dans le Plein de Super, le podcast qui vous fait découvrir le meilleur de la bande dessinée américaine. On est de retour après une longue absence, hein. J'espère qu'on vous a pas trop manqué, mais voilà, on avait des choses à faire, peindre des murs, mettre du papier peint, tout ça. Des choses passionnantes qui ne nous donnent pas du tout envie de se suicider. Mais on est de retour, vous m'avez peut-être reconnu, je suis Ringside. On va vous parler dans cet épisode d'un des héros désormais les plus connus de Marvel, Iron Man, pour une de ses sagas légendaires, La Guerre des Armures. Je suis accompagné dans cette tâche par la crème de la crème du Gotha de la culture comics. Le Lord of Babylon, Jérôme, tu vas bien ? Bonsoir. Eh ben, ça va pas mal. Moi, j'ai pas de cuisine à monter à mon actif, mais j'avais un bon gros bilan comptable à faire et je suis content de m'en être sorti. Moi aussi, j'ai un peu ma guerre des chiffres à moi, ma guerre Oui. secrète. Chacun sa bataille, chacun sa croix à porter. Isaac, votre barman est là aussi. Ça va, Isaac? Bonjour. Bonsoir. Bah oui, moi Oui, par on est le contre, soir. je me suis chopé un petit virus. Je suis un peu dans l'état de notre pays en ce moment, un peu barbouillé, on va dire. Oui. Bah voilà, la guerre en Ukraine n'est pas finie. Macron lèche le cul des Chinois. Voilà, on n'est pas au top. On a les retraites qui s'éloignent, etc., etc. On Mais est- c'est pas grave. On est un peu moyen en ce moment. Voilà, on va Moyen moins. s'échapper. On va retourner dans les années 80. On va parler d'armure, on va parler de guerre, on va parler de guerre des armures. Un invité spécial est là. Bruno, il est de retour. Hein. Il a participé à quelques-unes de nos aventures dans les années 80. Ça va bien, Bruno ? Ça va les gars, et vous? C'est toujours la pêche. On parlera de Cuba Comics. Cuba Comics. Ouais. La nouvelle aventure. Nouvelle aventure. On vous contera tout ça en fin d'émission. Un nouvel endroit où traîner, si vous Avec voulez. plaisir. Si vous voulez vous éclater en lisant des comics et de conseiller. Donc bah voilà, on va pas tourner autour du pot. On va en 1987 du côté de la Marvel pour cet épisode. On est en décembre 87 et le run va courir jusqu'en juillet 1988. Iron Man 225 à 232 qui a été mis en vente de septembre 87 et jusqu'à juillet 1998. Selon la toujours fameuse règle de mise en vente des comics. Ça a été publié en France dans ce tranche 230 à 238, de février à octobre 89. Au scénario, David Michelinie, Bob Layton est au dessin, mais aussi au scénario, enfin il est à l'ancrage. Et Barry Windsor Smith s'occupe aussi un petit peu du scénario pour le fameux épisode 232, l'épisode épilogue. Qui est également dessiné par Barry Windsor Smith, le grand Barry Windsor Smith, hein, légende des comics désormais. La plupart des épisodes sont dessinés par Mark Bright. À l'ancrage, Bob Layton donc, et Barry Windsor Smith s'ancre lui-même sur son épisode. Aux couleurs, Bob Sharen, Neil Yomtov sur un épisode. Barry Windsor Smith fait ses propres mises en couleur. Hein, décidément, il fait tout ce garçon. L'éditeur, c'est Mark Grunwald. Et l'éditeur in chief, ce n'est pas Jim Shooter, mais bien Tom DeFalco. On est dans l'ère post-Jim Shooter. On vous parlera de ça un peu plus tard. Donc voilà, à la fin des années 80, les années 87, on est entre crack boursier puis guerre Iran-Irak. Voilà, c'est l'époque du tout pour le fric. Au ciné, on est un petit peu dans le début de l'ère Joel Silver. Au cinéma, il y a Die Hard. Ça couvre un spectre assez large au niveau du cinéma. Il y a Willow.
Frantic, Booksport qui sortent, Rain Man, Beetlejuice, il y a à boire et à manger. Hein. Il y a tout ce que vous voulez. Akira au Japon. Il y a Robocop. Il y a voilà. Il y a Young Guns, tiens. Un film méconnu, un western revisité avec les jeunes acteurs flamboyants d'Hollywood à l'époque, dont Emilio Estevez, que tout le monde a oublié de nos jours. Non, le moi, meilleur. C'est le meilleur des fils. Ouais, c'est vrai. Young Guns, Trop sous-estimé. Ouais. Le western avec tous les fils de Martin Sheen dans le même. C'est ça. Il manque plus que René Estevez, sa fille, et puis voilà. Bah oui, hein, écoute, on a une vie sexuelle débridée à Hollywood. Hein. Il y a des films qui le prouvent. C'est Beloved qui gagne le prix Pulitzer au niveau de ce qui est des romans. Il y a une adaptation au ciné aussi de ça, je crois. Et puis en musique, là je vois Gesh Patti qui chante Étienne, Sabrina, Glenn Medeiros, voilà quoi. Allez, revenons à nos moutons, maintenant qu'on a planté le décor. Qu'est-ce qui se passe dans la guerre des armures? C'est une des plus grosses sagas d'Iron Man, puisque c'est un gros dilemme. Tony Stark découvre que sa technologie a été piratée, et donc il va déclarer la guerre aux différents personnages Marvel qui portent des armures et qui sont susceptibles d'avoir utilisé ces inventions, donc principalement des super vilains, mais aussi quelques super héros dans l'histoire. Il va pas y aller avec le dos de la cuillère, ses méthodes sont expéditives et l'oppose directement au gouvernement et même à Steve Rogers, qui à l'époque a abandonné son identité de Captain America pour être le Captain, simplement, dans un magnifique costume noir et rouge. Voilà, les méthodes de Tony Stark le conduisent aussi à tuer malgré lui un de ses ennemis, l'homme de titanium, et à perdre sa place au sein des Vengeurs de la côte ouest, parce qu'il va trop loin. Voilà, une fois cette guerre terminée, il y a un nouvel Iron Man qui va émerger. C'est une saga pivot qui pousse le héros dans ses derniers retranchements, on a envie de dire. La question que tout le monde se pose là-dessus, évidemment, c'est comment on a découvert cette saga mythique d'Iron Man. Jérôme, peut-être, tu peux nous dire de quelle manière tu as découvert ça pour la première fois? Pour la première fois, dans Strange, hein, dans sa première parution, dans la revue Strange, en différé, puisque moi je lisais pas Strange à l'époque. Donc quelques années après, quand j'ai récupéré au fur et à mesure et complété cette collection en brocante, j'ai pu découvrir cette saga, je dirais un peu en puzzle, hein, dans le sens où j'ai dû lire d'abord, je crois, le premier numéro, le dernier. Je crois que j'avais peut-être même lire le prologue en dernier. Enfin voilà, les trucs. Mais bon, à l'époque, on savait écrire des épisodes bouclés et on savait capter un lecteur même quand t'as pas lu le début. Du coup, j'étais quand même passionné. Et pour la petite anecdote qui n'intéressera que moi, j'avais récupéré le Strange où il y a la nouvelle armure d'Iron Man via un gars qui allait devenir un ami plus tard, qui me l'avait vendu en brocante, sauf qu'il avait vendu les pleines pages à part, il les avait découpées pour les vendre en poster. Ce qui fait que moi, la magnifique armure d'Iron Man, je l'ai eu en pleine page qu'en récupérant les pleines pages aux autres qui l'avaient acheté. Voilà. Heureusement que j'avais d'autres épisodes, mais bon, ça m'a un peu frustré pour le coup. Mais voilà, non, c'était cool. C'est comme ça, c'est dans Strange que je l'ai découvert, avec au milieu de plein d'autres bonnes séries au même moment. D'accord. Donc vous savez, si vous avez des Strange, vous pouvez vendre des pages séparées sous forme de poster. Non, il faut pas faire ça. Ne faites pas ça. C'est pas bien. C'est un peu. C'est comme croiser les effluves. Ah oui, non, c'est pas la façon de faire. Je suis désolé. Isaac, je pense que comme moi, en direct live dans Strange. Oui. Hein. Ouais, Strange pendant la première publication, ouais. Et il y a un épisode où à la fin, Tony Stark, Iron Man est explosé et on pense que Tony Stark est mort. Hein. Oui. Et ça a été le plus grand suspense de ma jeunesse. Hein. Parce qu'il fallait attendre 30 jours ou 31 jours pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. Ouais. Et oui, il n'y avait que le casque avec du sang. Ouais, ça se terminait sur cette case. Oui, puis surtout que ça venait peu de temps après
qui avait eu toute la saga avec Jim Rhodes qui avait remplacé Tony Stark. Donc on se disait que Ouais, c'était tout à fait. ils avaient dégagé Tony Stark une fois, ils pouvaient le refaire une deuxième, quoi. Ouais, c'était tout à fait possible. Le remplacement était déjà en place. Bruno, toi, t'as peut-être un souvenir de ta découverte de cette saga? Bah, pour rien cacher, Armor Wars, je l'ai plutôt découvert en VO en fait. Et Ah à ouais. l'époque, dans Strange, ouais, parce que je lisais moins Strange que Nova ou Titan ou Speedy à l'époque. Et j'avais décroché sur les Strange, c'est 89, un truc comme ça, 86, Ouais. 89, Ouais, 89, ouais. 89. Et tu vois, J'ai j'avais les quand même dates. déjà, j'avais assez décroché en fait. C'était plus Lug, hein, je crois, c'était Semic. Ouais. Mm. Ouais. C'était Semic. Mm. Ouais. Je crois que c'est le Et moment des- où justement ça change de T'as crèmerie. la bascule. Ouais. Ouais. Bah, en fait, ouais, j'ai découvert en Armor Wars, j'ai vraiment découvert en VO. Là, pour le coup, c'est pas du tout un vrai truc d'adolescence, quoi. Enfin, en 89, ceci dit, j'étais déjà plus adolescent. Et quel âge a donc Bruno? On vous À laisse 50 balais. faire des suppositions dans les commentaires. Non, ouais. Ouais, donc c'est pas la Madeleine de Proust, quoi. Non, C'est, franchement, non, pas du tout. ouais, Non, non. c'est plus qu'un classique que t'as relu par la Ouais, suite. exactement. Est-ce que c'était à la hauteur de tes attentes quand tu l'as relu par rapport à ce qui en était dit Ouais, ou- parce que j'avais, en fait, la maturité, tu vois, du lecteur du comics, tu vois, je l'avais à ce moment-là, donc ouais, j'avais quand même assez bien kiffé parce qu'en fait, tu contextualises en fait à l'époque où ça avait été dessiné et tout, et ça Ouais. rend le sujet intéressant en fait. Ouais. Ça rend le C'est sujet une saga intéressant. qui est. Et puis en plus, j'avoue que j'aime bien tout ce que fait Michelini, donc. Ah, toi, tu dis Michelini, d'accord. Ouais, je Parce dis que je sais Michelini, pas, ouais. moi, j'entendais les autres dire Michelini, alors je me suis dit, je vais dire Michelini, Michelini, mais effectivement, Michelini, ça passe aussi. Hein. pas parce que Macron parle bien anglais qu'il faut qu'on fasse pareil. Hein. Ouais, voilà. On peut- Super. Non, voilà. Michelini, je suis assez fan de ce qu'il fait, quoi. Donc, Voilà, bah oui. Non, c'est un scénariste un petit peu oublié, un petit peu décrié, mais c'est une saga qui a marqué. Puis ouais, effectivement, c'est vachement inscrit dans les années 80. ouais, Je carrément. pense qu'on va en parler parce que c'est un Tony Stark qui est bien dans son époque au niveau du look, au niveau de la technologie. Il consomme beaucoup, hein, donc il a le dernier cri de la technologie. Alors c'est dans les années 80, donc c'est la technologie high-tech des années 80, mais finalement ça ressemble pas mal à ce qu'on a de nos jours, hormis les micro-baladeurs où il était obligé quand même de retourner le disque. Ils sont tout petits, mais il y a quand même une face A et une face B sur son baladeur haute technologie. Le plus petit baladeur du monde, nous dit-il. Ouais, alors on est en fait dans le deuxième run de Michelini et Layton, qui avait déjà travaillé sur le personnage plusieurs années auparavant. Ils avaient notamment introduit le problème d'alcoolisme de Tony Stark avant que ce soit repris en main par Donny O'Neill et Luke McDonnell, qui avait poussé le bouchon jusqu'au bout. Un jour, on parlera de la saga par O'Neill et McDonnell. Et quand Michelini et Layton reviennent aux manettes, ils vont bazarder ce qu'a laissé Donny O'Neill en un épisode assez rapidement. Tout le supporting cast qui est resté de la saga d'O'Neill avec c'est Clyde Penestra ou quelque chose comme ça qu'elle s'appelle, l'assistante de Tony, dont le frère a trahi Tony Stark quelques épisodes plus tôt et qui avait été tué même lors d'une aventure de Tony Stark. Et voilà, on a un épisode où on découvre que c'est une traître et elle se fait elle meurt en se prenant un missile, hein, je crois, sur la tronche. Et c'en est fini de ce personnage, et on retrouve un Tony Stark sobre qui est uniquement un entrepreneur et un génie quand même, un inventeur, mais là il fait du business. C'est Dallas, quoi, hein. C'est Dallas à Miami un peu, Tony Stark. Voilà, il aime bien
un peu étaler son fric. Il y a plein de passages où il privatise Disneyland, des choses comme ça. Il se la pète un Il est- peu en début. Il se la pète un peu, il est pas très sympathique. peu, Il faut hein. dire les choses Il- comme elles sont. Il est très bling bling hein, Il au est très début. hein. bling bling. Ouais, mais ça, c'est parce que vous aimez pas le succès, c'est tout. Voilà. Mais ça, c'est les J'aime pas Français, ce- ça. Ça, c'est les Français, Ouais, hein, voilà. dès qu'il y a un peu Ah, d'argent, ça, voilà. Quoi. Voilà, Un signe ouais. extérieur de richesse et ça y est. On porte la personne à l'hégémonie. Non. Bon, en même temps, le fait qu'il soit assez détestable, il est que tard. Hein, il se tape à peu près tout ce qui bouge de Après un repas. l'avocate. Ouais, après un repas. Toujours après un repas. C'est le dessert, Je- comme on appelle Je ça. tiens tout de suite à souligner la mécanique qui est de le repas était bon, le dessert est toujours meilleur. Et ça revient à quasiment à tous les épisodes où Ouais, il y a ouais, une tous les nana, épisodes. et Oui. à chaque fois tu as la petite formule, le dessert Ouais. le repas était bon, le dessert encore meilleur. Mais Mm. tu sens que c'est l'euphémisme qu'ils ont trouvé pour passer Oui. outre le Comics Code. Et puis, Ouais. ils se disent, ouais, ça a marché une fois, on va le Ah ouais. remettre à chaque fois. Ah non mais j'adore. Ouais. Alors, t'as des scènes qui sont assez récurrentes. Effectivement, le repas avec la gonzesse qui traîne dans le secteur. La débauche un petit peu d'argent où il va soit, je sais pas, acheter un hélicoptère ou il regarde Ouais, regarder c'est la à nouvelle chaque fois qu'il a un maison. problème, ouais, à chaque Mm. fois qu'il a un problème domestique ou un problème, il rachète, il rachète Voilà. pas le, voilà, effectivement Disneyland, il peut pas y aller, donc du coup il rachète le Disneyland, enfin il privatise Disneyland Il pour une journée. privatise, oui, parce qu'il aime pas Ouais, la foule. ouais. Hein. Voilà, ouais. Voilà, où il y a des soirées Ouais. dispensieuses, des trucs comme ça. Il y a les scènes un peu de bromance, un peu homo-érotique avec Roddy, avec Jim Rhodes qui est toujours là. C'est grandiose. Bon, franchement, quand Non, mais- j'ai relu le début du run avant Mort War et j'avais jamais tilté à quel point le nombre de scènes où il sort d'une douche, il est Mm. juste avec la Voilà. serviette nue avec Rod à côté et le nombre de fois aussi où Rod vient lui péter son cou et c'est genre je dois sauver mon copain parce que le nombre d'épisodes où c'est pas je sauve la nana, je sauve Rod aussi. Hein, Mm. c'est Ah oui, c'est souvent Rodé l'homme en détresse. deux la flics femme en détresse. amis quoi, tu vois. Mm. c'est- Il y a toujours une excuse pour se mettre en slip ou effectivement Ah, mais prendre une douche. incroyable. Franchement, j'en revenais pas. Je me dis mais waouh quand même non, c'est chouette. Mm. C'est à Moi, ce suivre, que j'aime quoi. bien, c'est qu'ils expliquent, parce que comme ils bazardent tout ce qu'a fait Denis O'Neill, mais Mm. vraiment hyper rapidement, en 2 épisodes, ouais. c'est plié. Mm. Notamment, il y a tout le plan de Stark pour revenir sur le devant de la scène, c'était d'avoir une base spatiale. Mm. Enfin, voilà, c'était d'explorer l'espace. La base spatiale, en un épisode, elle est rongée par un virus, tu peux plus y aller. Un épisode plus tard, tu apprends que son assistante, c'est une traîtresse. Et l'épisode suivant, tu apprends que Rhodes, qui était un des actionnaires principaux de la boîte, en fait, a revendu toutes les actions à Tony Stark. Et il a dit, oh non, mais toi, tu t'y connais mieux que moi en affaires. C'est bien, je vais pouvoir... voilà. Il a pas dû les vendre très cher hein, parce que il vit dans une copropriété en banlieue un peu pourrie. Avec des voisins cassos, alors que Tony, il se construit son nouveau manoir dernier cri sur la falaise. Là. C'est il a l'équivalent qu'on voit dans les villa. films. Là. Ouais, exact. Ouais. Et ça, par contre, c'est un truc que j'aime bien dans tous ces épisodes avant Mort War, c'est tu vois vachement bien la construction à la fois de sa maison, enfin le petit à petit, et aussi tout ce qui est l'installation de Stark Enterprise, où au début ça fait limite le terrain vague avec 2-3 mobilhomes et tout ça, et peu à peu tu vois toute la tour monter, tu vois les annexes faire, et tu vois aussi comment aussi il fait pour faire revenir Missa Borgast avec la première secrétaire qui gère mal, tous les gens qui viennent. Moi j'aime bien cette pour le coup ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, cette manière de bien montrer comment l'expansion elle s'agrandit. limite très très start-up pour le coup les limites, et puis et limite tu vois, enfin je suis pas super fan quand je les ai relus vraiment de ces épisodes, mais par rapport à ce qu'on cite et tout, et puis j'avoue que je trouve que le caractère un peu de Stark est un peu exécrable, mais par contre c'est vrai que ça repose tout, enfin ça rase direct tout Denis O'Neill, ça repose bien tout doucement, et mine de rien quand on commence à Mort War, tout est en place, et ça c'est vraiment pas mal quoi. Parce que t'as même le concurrent, comment il s'appelle, Edwin Cord. Edwin Cord, avec avec déjà en fait il envoie des agents pour saboter les plans de Stark avec Force, avec il y a le Fantôme, il y a Spymaster.
Ouais. Tout ça, c'est la saga avant. Mm. C'est le prologue finalement, parce que c'est vrai qu'il y a un soin méticuleux à reconstruire l'univers de Tony Stark, que ce soit au niveau du supporting cast, au niveau de son habitation, il lui crée une espèce de Batcave, quoi. Ah, j'adore. Voilà, avec L'épisode où il passe sous l'eau, avec ouais. la porte, enfin la porte sous-marine s'ouvre, il passe devant des espèces de rayons de micro-ondes pour sécher l'armure. Enfin, t'as les rayons pour bloquer l'eau, après les rayons pour sécher l'armure. Il arrive et hop, il se change pour aller à sa soirée. Et c'est tout l'épisode où justement il doit aller à cette soirée, un peu qui relance son truc un peu dans le people, mais il doit sauver plein de gens et notamment Il est bien, sauver cet le épisode. chat d'une petite. Ah, il est super. Ouais. Il est vraiment chouette justement d'aider tous les gens et tout ça. Et puis à la fin, il rend service à une actrice en lui présentant Steven Spielberg. Moi, j'adore. Ouais, il y a plein de références à la pop culture de l'époque. Ah ouais. Et c'est très inscrit effectivement dans les années 80, alors, au point que maintenant, voilà, il y a plein de caméos de stars. Voilà, maintenant on les reconnaît plus, quoi. C'était des stars de la télé, surtout que c'est pas le Là, point je fort de sais pas. McBride de faire des caricatures de Ouais, Enfin, d'acteurs moi, j'ai- j'ai célèbres. pas reconnu. Hein. Hein C'est un épisode où tu vois direct Don Johnson et juste après Michael J. Fox. Mais J. Ouais, Fox parle à quelqu'un que j'ai pas reconnu, moi. oui, le Ouais, je troisième, sais pas. par contre, ouais. Ouais, Don Johnson, on le reconnaît parce qu'il parle de Miami, hein, mais sinon, Oui, c'est ce que je me suis dit aussi, ouais, c'est un mec avec une barbe. Pareil pour Michael J. Fox, quoi. Ah, Il y a une référence à Retour vers le futur, mais sinon Sinon, t'as du mal. Hein. Mais il y en a d'autres qui sont disséminés un peu partout, mais bon, il faut réussir à les caler. Voilà, il a des cours de tennis avec Ivan Lendl, des choses comme ça. C'est vrai, ouais. Ça fait dater le comics, quoi, maintenant, mais voilà, c'était le délire du truc. Voilà, il connaît le gratin, il est dans la jet set, il vit la grande vie, quoi, Tony Stark. Bah, Mais mine en de même temps, rien, quand t'es gosse, ça fait rêver, quoi. Mine de rien, tu vois, que je repense à l'épisode qu'on avait fait pour Ultimate de Mark Millar en se disant toutes les références à la pop culture et le côté Tony Stark dans sa station spatiale avec une nana dont on se rappelle plus, mais déjà. Avec Shannon Elizabeth. Voilà, Shannon Elizabeth. Et ben, mine de rien, finalement, ça sort pas de nulle part. Hein, ça sort aussi de ce épisode-là, de ce que faisait Michelini, quoi. Après, Michael J. Fox et Steven Spielberg, c'est quand même autre chose que Shannon Elizabeth et Freddie Prinze Jr. Ah bah, c'est un peu mieux. Hein. Ouais. Mais voilà, c'est... On fait avec ce qu'on a, quoi, hein, à l'époque. Ouais. Non, mais tu sens qu'effectivement, Mark Millar, il utilise vraiment cette période-là pour la création de son personnage dans les Ultimates, qui est un peu une version caricaturale, on va dire, hein, de ce Tony Stark-là, qui a quand même pas mal de défauts, hein, sur le papier. Il s'énerve facilement, il recadre beaucoup ses employés. Du moment qu'il a payé, il faut qu'il ait des résultats derrière. Etc. Mais bon, ça colle bien avec le personnage qui est censé être sobre et avoir arrêté de picoler, donc effectivement, il y a de fortes chances qu'il soit exécrable quand même. Il enchaîne les conquêtes, il les rappelle pas, mais ça c'est pareil, il y aura un payoff plus tard, hein, puisqu'il va se prendre un retour de bâton avec une de ses conquêtes qui est en fait complètement tarée et qui va physiquement lui faire ça. C'est une qui va lui tirer dessus et le rendre paraplégique quand même. Ça, c'est un des points de force de l'écriture de Michelini, de distiller comme ça des petites choses qui vont générer des dramas plus tard dans la série, mais bien plus tard, quoi. Là, c'est vrai que plus ou moins, tout lui retombe dessus par rapport à son attitude, et on voit qu'effectivement, le personnage, il est même assez proche en fait de ce qu'ils ont essayé de faire avec le personnage au cinéma. C'est vraiment de mettre en avant le côté playboy, entrepreneur et pas forcément mec sympathique. Voilà. Ce qui a été effacé un petit peu dans les derniers films Avengers, etc., parce que c'est plus dans l'époque, quoi. Mais voilà, le mec qui fait des grosses soirées, qui fait voilà, surtout qui enchaîne les conquêtes, quoi. Ça c'est un point récurrent aussi, même si ça paraît anecdotique dans la série, mais ça finira par avoir une répercussion derrière. En tout cas, ça plante le personnage. Et donc on a l'enchaînement aussi des super vélins. Il y a une marque de fabrique de chaque épisode qui sont un peu construits de la même manière, avec le méchant du mois,
un peu une exploitation des pouvoirs de l'armure, avec beaucoup une emphase sur la technologie alors c'est plus ou moins réussi, hein, mais chaque fois il va utiliser une technologie différente pour essayer de vaincre son ennemi, etc. Et puis voilà, puis comme on a parlé, le rodé en sidekick, et puis voilà, faut qu'à chaque épisode il réussisse à vaincre son ennemi, tout ça en reconstruisant son entreprise, qu'il fait en s'endettant d'ailleurs. Très vite, on apprend qu'il a plus de thunes et que il est comment dire, en proie au bon vouloir des banques, hein. Il est obligé de lutter dans chaque épisode pour essayer d'avoir des prêts pour faire marcher son entreprise qui est pas rentable. Donc c'est un mec qui a fort à faire, qui a beaucoup de pain sur la planche, hein, ce pauvre Tony Stark. Et c'est c'est dans cette conjecture-là que démarre la saga, où il se rend compte que effectivement on lui a piqué sa technologie. Et alors tout ça en plus c'est lié du coup un peu aux histoires précédentes, puisque le début de l'arrivée de Michelini, il y a un peu de Justin Hammer qui est derrière, qui est un peu la némésis de Tony Stark, une version bon, le mec est grabataire, quoi. Le bon Justin Hammer, c'est un mec qui est en fin de vie et qui essaye absolument de pourrir Tony Stark jusqu'au bout. Et c'est de ces agissements-là, de cette rivalité-là, que va démarrer le début de la saga de l'armure avec un autre adversaire, et d'une corde, donc, qui est à peu près un Justin Hammer en plus jeune, quoi. Un homme qui fume le cigare. C'est super bien amené, je trouve, la saga, parce que en fait, il utilise un personnage qui est arrivé, enfin, un ancien vilain, donc c'est Force, je crois. Ouais. Qui, en fait, est lui-même victime de Hammer, qui demande l'aide de Tony Stark. Et au final, il arrive à l'aider, donc à le sortir de cette vie de criminel, on pourrait dire. En plus, j'aime bien le personnage, parce qu'il s'explique que ouais, il est tombé dedans en gros quand il était jeune, il était con, et que plus vieux, il se rend compte des conneries qu'il a fait, qu'il voudrait se changer de vie. Donc au final, il l'aide. Ça te fait un super bel épisode. En plus, on te balance derrière Blizzard, Whiplash, et puis le Beatles, oui, le Scarabée. Et juste derrière, en fait, c'est le fait de se dire, il va regarder l'armure de Force un peu pour, voilà, parce que par esprit de curiosité, puisqu'il c'est quand même ça reste quand même un mec hyper curieux de toute technologie. Et c'est là qu'il va découvrir que cette armure utilise une partie de sa propre technologie, qui pourtant pour lui est complètement secrète et pas du tout utilisée. Ça le rend dingue, et c'est là que se lance au truc, et qui vient en plus, j'aime bien, par échelon, parce qu'il se demande déjà si c'est pas un bug. Après, il arrive à trouver un peu, commence à faire des listes, à pointer. Il découvre après comment c'est arrivé, et puis se mêle à ça le dilemme même de se dire, ma technologie, ma création a servi à tuer des gens. Et là, je trouve, alors que je suis pas forcément fan du début du run de Michelini, là je trouve qu'on retombe sur un truc qui est super fort avec Iron Man, ouais, sur du gros dilemme qui tâche, j'aurais envie de dire, un peu à la Peter Parker, ou même du Iron Man quand il est face à l'éclos, c'est-à-dire face à vraiment des dilemmes un peu universels, et qui fonctionnent bien avec Tony Stark, c'est-à-dire que je suis un inventeur, mais quelle est l'implication même de ma technologie dans la vie des gens, et comment, qu'est-ce qui peut arriver si elle tombe entre de mauvaises mains. Et là, moi, j'aime beaucoup la manière dont il gère cette culpabilité. Il aurait très bien pu retomber dans l'alcool à ce moment-là et tout ça. Et non, là, il y a un sentiment à la fois de culpabilité, et il y a ce côté, ok, je suis un self-made man, donc c'est à moi de résoudre ça. Quitte à passer outre les lois. Parce que pareil, il veut d'abord essayer de résoudre ça de manière juridique, et il se rend compte qu'il n'y arrive pas, et donc là c'est fuck off la loi, c'est moi qui dois, je passe outre, et c'est moi qui va essayer de régler ça, et quitte à me faire des ennemis auprès de mes amis.
Et là j'aime beaucoup moi cet angle-là sur le personnage de Tony Stark. Ça t'en fait pas un peu en enfoiré, le mec il pense que à sa tronche. Il est sur une tangente en fait en gros, la fin justifie les moyens et sur une culpabilité hyper personnelle mais que j'aime beaucoup, qui est vachement en phase avec le personnage, hyper cohérente et qu'on ne peut pas forcément apprécier, enfin qu'on pourrait juger négative et qui fonctionne super bien et enfin qui fonctionne bien parce que ça donne des épisodes vraiment, vraiment passionnants qui alternent entre je vais arrêter des ennemis, mais j'ai des gens qui utilisent ces armures pour faire le bien, on va dire, bah, je veux les arrêter quand même. Je me retrouve face à mes propres amis. Enfin, ça, sur cette idée-là, ça va développer plein de trucs et on va vraiment voir un peu tous les angles d'attaque de ce qu'il peut faire. C'est hyper passionnant. Moi, dans ma tête, en plus, je me rappelais, j'avais cette impression de un épisode, un vilain. Et en fait, non, sur un épisode, ils vont en arrêter Ouais. 5 ou 6. Enfin, il y a une patate Ça va dans le récit, crescendo, c'est ouais. assez incroyable. Ah ouais, je me rappelais pas à quel point c'était hyper rapide, hyper condensé et hyper passionnant. Et ils ont ce don pour mettre en valeur les vilains, la galerie de personnages d'ennemis d'Iron Man. Et les scènes d'action sont bien rythmées, chorégraphiées. Il y a toujours un déroulé. Voilà, c'est pas fait par-dessus la jambe. Il y a un début, un milieu, une fin dans chaque combat. C'est ce qui fait que ça rend ça aussi assez agréable à lire parce que tu lis pas de l'action foutraque comme on a beaucoup tendance à voir maintenant. Ouais, c'est très découpé et très scénarisé même l'action. Je veux dire, chaque séquence, elle a un sens quelque part et un déroulé qui est logique avec. C'est des choses qui sont un peu perdues, je pense, avec. Il se débarrasse jamais d'un ennemi de la même manière. En fait, d'un adversaire de la même manière. Il trouve toujours une astuce. Ouais, j'aime bien ça et j'aime bien effectivement ce que tu dis sur l'ambiguïté du personnage, où effectivement il est poussé à bout dans le sens où il n'y a que lui qui peut résoudre le problème de départ, c'est-à-dire neutraliser ces technologies. Donc tu es derrière lui en tant que lecteur, mais tu sais aussi que pour justifier ça, en fait, à l'intérieur du monde dans lequel il est, c'est impossible en fait. Il va fatalement se trouver en but par rapport à ces personnages. Et pour le coup, le dilemme n'est pas artificiel. En fait, c'est effectivement, il essaye quand même des voies légales, il essaye des voies, il essaye même de discuter avec certains adversaires, parce que par exemple, le Mauler, il vient le voir, il lui demande simplement de donner son armure, et le mec donne l'armure parce qu'il a peur de se faire casser la tronche par Iron Man. Mais par exemple, comment il s'appelle, Stingray, il lui propose de lui rendre l'armure pour. Et Stingray il le formule pas de la très bonne façon. Voilà. Il dit donne-moi ton armure, je te la ramène après. Et justement, la façon dont il le formule, elle n'est pas artificielle. Tu dis effectivement, vu la pression petit à petit dans les épisodes, c'est pas en fait c'est pas dès le départ, le mec est pas en mode berserk, tu vois, dès le premier épisode. Il y a vraiment la pression qui se met, et c'est là où en fait je trouve qu'ils réussissent, qu'ils ratent dans pas mal de crossovers de ce type. On avait parlé de Civil War où les mecs se foutent sur la tronche en 5 minutes pour un dilemme qui est complètement artificiel, c'est-à-dire pourquoi est-ce que Captain America en fait et Iron Man ne cherchent pas à discuter l'un avec l'autre. Tu le sauras jamais parce que ils sont partis directement dans Civil War. Il faut qu'ils s'affrontent. Donc du coup, ils perdent pas de temps. Alors que là, par exemple, le dilemme entre l'affrontement entre Iron Man et Captain America qui est montré, qui est donc le Captain à l'époque, il y a d'abord une rencontre, ils discutent, ils se retrouvent dans le... Il lui fabrique même le bouclier. Hein. Oui, voilà, il y a une... C'est mêlé de respect, mais aussi de méfiance, et puis ils savent très bien ce qui va se passer. Ça j'aime bien, ça fait très western, quoi. Les mecs, ils se retrouvent
dans un café juste avant de rentrer dans la voûte, et où Steve Rogers lui fait comprendre que s'il tente quoi que ce soit, il le trouvera sur son chemin et tout. C'est vraiment bien foutu, quoi. C'est super. Bon, de toute façon, cet épisode, je trouve qu'il condense tout justement parce que tu as aussi, comme tu dis, le côté, cette mise en. Cette évolution un peu justement de la colère de Stark et cette manière qu'il a de beaucoup moins transiger. Et en même temps, il est tout à fait conscience, enfin, il prend conscience et après, enfin, c'est pas qu'il l'assume, mais il va l'accepter, on va dire, de ce qu'il Ouais. perd. Parce que ce combat, le Mm. combat entre Iron Man et Captain America dans cet épisode, il est super, mais je le trouve surtout super pour cette fin, avec ces regards qui s'échangent, comme si quelque chose s'était totalement brisé à ce moment-là. Et c'est vrai que, de mémoire, j'ai jamais vu une opposition aussi extrême entre les deux personnages. Et là, tu as vraiment quelque chose qui se brise à ce moment-là, je trouve, pendant longtemps. Et c'est vraiment beau, quoi. Il y a vraiment quelque chose, je trouve, il y a rien qui est vain dans cette histoire-là. Et, j'aime bien aussi un truc, c'est la manière dont j'adore l'idée de Stark qui renvoie Iron Man. Puisque dans la série, Iron Man est le garde du corps de Tony Stark. Personne, à part les Vengeurs et quelques amis, savent que Stark est Iron Man. Et donc, du coup, pour le monde entier, Iron Man, c'est le garde du corps de Tony Stark. Donc, qu'est-ce que voit le monde entier? Il voit un garde du corps en train de faire sa justice lui-même. Donc, fatalement, Stark se doit de renvoyer son garde du corps et qui devient, là, pour le coup, un véritable un renégat, quoi. Et ça, c'est pareil, j'aime beaucoup. Il y a cette dichotomie, plutôt ce décalage entre un Stark qui est toujours là, qui est toujours un peu sur le devant de la scène, et Iron Man, enfin lui-même en tant qu'Iron Man, qui là pour le coup est totalement hors la loi, quoi. Ouais. Et c'est Ouais, puis moi j'adore, enfin, vraiment. ça marche Vas-y, aussi avec la façon dont il dessine en plus Iron Man, parce que là il a l'armure à l'époque rouge et blanche qui est assez mastoc. Et Mark Bright, ce que j'aime bien, c'est qu'il lui fait jamais, il lui fait très peu de fois les yeux à travers le casque. Tu vois souvent en fait les yeux noirs, la bouche noire, et ça lui donne vraiment un aspect robotique. Et en fait, ça tranche vraiment avec le fait que tu vois beaucoup Tony Stark sans son armure. Et petit à petit, t'as une opposition qui se crée en fait entre les deux personnages, alors que c'est le même mec, quoi. Mais graphiquement, ils arrivent à faire ça. Et en fait, ils gardent les moments où tu vois le regard de Iron Man, de Tony Stark à travers le casque, pour des moments chocs, quoi. Comme le moment où effectivement ils croisent le regard de Captain America. Donc ça, c'est plutôt aussi à mettre sur le compte du dessin, qui est vraiment en harmonie avec ce qu'ils font. Layton, de toute façon, l'ancrage, il n'y a personne qui a jamais mieux ancré en fait les armures, le côté métallique, la technologie. Donc en plus, comme là, tous les personnages qui croisent portent des armures, c'est super intéressant. Et puis le fait que Iron Man devienne un hors-la-loi, en fait, qu'il soit viré par sa propre entreprise, que ça devient hors-la-loi, ça marche avec le look même d'Iron Man, quoi, dans cet arc. Et ça marche aussi avec l'épilogue, où tu retrouves, donc dans l'épilogue qui est réalisé par Barry Windsor Smith avec un petit coup de main de Michelinier et Layton. C'est Tony Stark qui fait un cauchemar et en fait qui se retrouve à s'affronter lui-même, quoi. C'est-à-dire son ennemi, c'est lui-même. Et en fait, c'est la conclusion de tout Armor Wars, parce que le dernier ennemi qu'il affronte dans Armor Wars, franchement, il est un peu pérave, quoi. Firepower, c'est pas génial, mais on s'en fiche, en fait. On s'en fiche parce que le vrai combat, c'est entre Tony Stark et lui-même, quoi. Et c'est ce que tu as dans l'épilogue, là, où tu as le bar à la Shining, où il se retrouve face à un Iron Man qui devient de plus en plus gigantesque face à lui. C'est franchement, c'est super, c'est une vraie bonne conclusion. Je sais pas comment est-ce qu'ils ont... Parce qu'on dirait un épisode qui a été réalisé genre pour un feeling, tu sais, un peu comme les épisodes qu'ils faisaient pour les X-Men, Windsor Smith. Mais t'as l'impression que, en fait,
coule de source. En fait, c'est vraiment mis en conclusion en épilogue de cette saga et ça marche complètement, quoi. C'est le résumé de toute Et cette je pense saga. qu'il y avait un gros travail éditorial et une précision dans la manière dont ils avaient de construire l'histoire, parce que même le dernier épisode qui est entièrement fait par Mark Bright et Layton et Michelini, avant le fill-in, avant l'épilogue de Winsor Smith, ça se termine sur Tony Stark qui va se coucher. Et qui dit qu'il va, voilà, je vais prendre j'allais me reposer pour la première fois depuis longtemps, et on enchaîne avec cet épisode, donc il le rêve. Donc, ouais, c'est vrai que ça prend la forme d'un fill-in comme ça, qui sont d'habitude utilisés qui sont, voilà, dessinés bien en avance et qui sont utilisés quand on est en retard au niveau des deadlines par les auteurs. Mais là, ça s'inscrit vraiment dans une. Alors, je sais pas s'ils se rendaient compte qu'ils avaient une pépite avec l'épisode là, et qui se sont dit, putain, on peut le placer enfin, histoire de ponctuer ça de manière, surtout... voilà, histoire de marquer le coup, quoi, vraiment, histoire de bien mettre en valeur en plus l'épisode, parce que ça reste un classique cet épisode là au final de Windsor Smith. Ah ouais. Et puis, quand tu dis surtout... Strange et que tu débarques sur cet épisode-là, il est hyper moderne en plus dans la narration. Hein. C'est un truc qui pourrait sortir aujourd'hui. Ça tranche complètement avec la narration qui est plus classique de Michelini, avec des descriptions, avec là c'est juste des dialogues, c'est les pensées de Tony, c'est un épisode Vertigo presque. Ah mais cette manière qu'il a de mélanger la machine et la chair, enfin c'est c'est du Cronenberg, il y a du Cronenberg dans cet épisode. C'est incroyable, quoi. Ouais, puis ça fait partie il en a fait une poignée comme ça, Winsor Smith. Il a fait un Daredevil aussi avec Anno Senti, avec un soldat, je crois, qui a été qui est sorti d'expérimentation de la même série d'expérimentations qui ont fait Nuke dans Born Again. Et il y a Machine Man. fait les deux. Machine Man. Il avait fait les Live Death avec sur Ororo qui perdait ses pouvoirs et qui retournait en Afrique. Ça, pareil, les épisodes ils sont super. Les deux Live Death avec Ororo. Ça existe un recueil Marvel par Windsor Smith? Non, mais ça devrait se faire. Hein. Il y a puis il y a toute l'arme X, quoi. Qui joue aussi beaucoup là-dessus, hein, sur la chair. Ouais, ça fait un peu, d'ailleurs, le Iron Man, je crois qu'il est sorti un peu avant Weapon X, mais ça fait vraiment, Galop d'essai. Galop d'essai pour ce qu'il va faire avec Wolverine sur Weapon X. Ouais. C'est un bon point culminant pour cette histoire de marquer le coup. C'est un épisode qui fait date, presque autant que la saga qui la précède. On va reparler peut-être de Mark Bright qui est un auteur, c'est un peu ses débuts là-dessus, non? Ou je sais pas s'il avait fait. Il démarre sous Denis O'Neill. Et là, à la fin de la saga, c'est Luke McDonnell qui avait dessiné la plupart de la saga d'O'Neill. Mark Bright, il arrive avec le numéro 200. Ouais, c'est ça, hein, c'est sur la conclusion. Hein. Je crois qu'il était avant sur Power Man et Iron Fist. Ah ouais, ça doit être ça, Il a fait Power Man et Iron Fist. Il avait fait la mini-série du Faucon aussi, avec Christopher Priest. Il a un trait très Marvel. Hein. Clairement. On est un peu, on sent l'influence de John Byrne aussi dans sa manière de présenter l'action, de présenter les personnages, souvent en grand comme ça, où tu vois, avec des vraies positions de comics, quoi. Et il apporte le punch peut-être, il apporte la dynamique, le découpage, le punch qui aurait manqué à Layton, clairement. C'est un très très grand encreur, Layton, mais au dessin, on sent que c'est un mec qui a pas forcément le coup de génie, puis peut-être aussi le temps. Il peut peut-être pas fignoler autant sur un épisode qu'un mec. C'est un peu figé. Il est vraiment à sa place en tant qu'encreur. Et du coup, il y a une harmonie parfaite entre son ancrage et puis le dessin de Mark Bright qui apporte le punch
Ce que j'aime bien avec qui Mark font Braid, c'est pour le- comment il dessine les personnages qui volent, qui tirent des rayons et tout. Ouais, c'est ça. C'est Il y a c'est un vrai toujours des dessinateur de effets, super-héros, quoi. Ouais. Il y a toujours des effets, qui collent, quoi. En fait, il dessine pas 2 fois de la même manière des rayons, suivant les personnages effectivement, les poses des personnages, ça te donne bien, en fait, la dynamique. S'ils sont plutôt mastoc, s'ils sont plutôt, tu vois, rapides, furtifs. Et là, ça marche d'autant mieux parce que tu as tous les super vilains avec des armures. Donc, du coup, les Raiders, par exemple, ils sont pas dessinés de la même manière que Titanium Man ou Crimson Dynamo. Les combats sont bien brutaux. Ils sont bien. Ouais. Tu sens l'impact et tout. J'aime bien Effectivement, comment c'est il... super bien découpé, quoi. Enfin, J'aime bien comment il dessine les sourires. J'aime bien les. Il fait des méchants, Ouais. enfin des sourires carnassiers. Et j'aime bien comment il arrive aussi à faire les méchants en civil. Moi, il y a une scène que j'adore. Alors, je sais plus si c'est dans Armor War ou les épisodes avec Force. Quand t'as Whiplash, Blizzard et Beetle qui sont dans le bureau de Justin Hammer, où ils sont total en décontract. Enfin, j'aime bien. Et les trois, il arrive à les caractériser super bien. Tu vois vraiment les trois différents. Tu vois le jeune Blizzard sur les trois, enfin, des trucs comme ça. Et puis, il y a cette manière de toujours créer la surprise avec quand ils sortent du bureau, tu te rends compte que c'est un énorme Boeing, enfin le truc, l'avion immense. Et ça, je trouve qu'il arrive pareil à faire ce. Il a bien le sens des perspectives, à rendre le truc un peu mouse costaud. Et ça participe au côté justement des bastons, des armures. Enfin, par exemple, l'épisode avec l'homme de titanium et la Dynamo Pro, tu vois, c'est quasiment deux grosses armures mastoc. Pourtant, les deux, tu vois très bien, ils agissent pas de la même façon, ils bougent pas de la même façon. Tu vois très très bien la différence de caractère. C'est très très fort hein, d'arriver à faire ça et être pris dans le truc. Hein. Même quand tu vois les mandroïdes ou les pas les mandroïdes, si, c'est les mandroïdes Ouais, le quand t'as Mandroid, ouais, les Fury ou les soldats du Shield, ouais. les soldats du Shield aussi, c'est pareil. Hein, t'arrives vraiment, il arrive à différencier alors qu'ils ont des armures communes tous quoi. Ah, ouais. Oui, parce que Tony Stark affrontera le Shield aussi hein, Ah, j'adore, c'est pareil. dans ça, cette saga où avec on le apprend coup de. que Nick Fury n'a pas réussi à percer l'identité secrète de Tony Stark, Oui, qui est quand et même qu'on étonnant. apprend la véritable identité d'Iron Man. Alors, c'est comment déjà? J'ai oublié le nom. Oui. L'identité qu'il a inventé, la fausse identité pour Iron Man, où tu apprends qu'il a créé toute une fausse identité au cas où. Ça j'aime bien, ça c'est le côté, ça sort comme ça d'un coup. Et avec Nick Fury juste avant, et là il va refuser de me donner ses papiers. Tiens, voilà, il s'appelle Luc Andrew, enfin je sais plus comment il Ouais, dit. je sais plus c'est quoi le nom. Mais alors j'aime bien parce qu'il l'a créé en envoyant des faux actes de naissance et des faux d'impôts d'imposition. Randall Machin. Pierce. Randall Pierce, voilà. Ouais, voilà. Mm. Il s'appelle Randall Pierce. En plus, il a un nom, on croirait qu'il sort du club des damnés. Non, J'aime bien, ouais. J'aime bien aussi le dilemme de Titanium Man et la Dynamo Pourpre, avec Titanium Man qui fait pas du tout le Gremlin, donc c'est deux héros russes. Hein, la guerre froide n'est pas encore totalement finie, qui sont ordonnés par le gouvernement russe de s'occuper de Tony Stark, enfin d'Iron Man, si jamais il se pointe dans le coin. Et on a la Dynamo Pourpre qui a 8 jours de la retraite. Et qui est bon, il dit bon, je vais faire le job, hein, j'ai pas trop le choix. Et par contre, le Gremlin qui les envoie chier, qui fait pas confiance une seconde au gouvernement communiste. T'as raison. En même temps, il a raison. Il voulait pas sortir de l'armure, prendre une chaise, non. J'ai envie qu'on me pique mon armure. Ça c'est un épisode qui est resté mythique aussi. C'est une force de Michelini, Bob Layton et compagnie d'avoir créé quelques passages qui restent dans les mémoires hein, quand même. Cet épisode avec la mort de du l'homme de titanium. On entend parler pendant longtemps en plus. Hein, ça, oui, parce que ça revient même dans Armor Wars 2. Ouais. C'est le début. Il pense qu'il est contre l'homme de titanium qui est revenu. Qui est revenu d'entre les morts.
Ouais, il y a quelques sagas, même dans les épisodes précédents, parce que finalement, si vous voulez lire la Armor Wars, faut lire les épisodes avant quand même, qui sont quand même pas mal. Il y a l'introduction du fantôme, avec ces scènes où Tony Stark veut plus sortir de son armure parce qu'il a peur de se faire descendre. Alors on a des scènes où il est sur le canapé comme ça en train de dormir dans l'armure, qui sont assez mythiques. Déjà. La saga aussi dans l'espace avec l'espèce de virus là qui va condamner la station spatiale de Tony. Ça c'est des épisodes qui marquent. Alors c'est l'armure de Rhodes qui prend feu. Qui prend feu aussi, ouais. Avec la fumée qui sort des ouvertures pour la bouche et les yeux, ouais, c'est assez. Ah ouais, c'est super, ouais. Ça, c'est vraiment horrible parce que tu Ouais. te dis, ça renvoie, tu sais, aux pilotes d'essai, à tous les tests des premiers astronautes. Tu vois, quand ils rentrent dans l'atmosphère et qu'ils se font cramer, ça marche vraiment bien, quoi. Même si c'est là encore pour mettre au placard ce qu'a fait O'Neill, c'est pour expliquer que Rodé veut plus jamais rentrer dans une armure, quoi. Ouais. D'ailleurs, il y aura très peu il aura quelques brûlures, quoi, mais ça va. Après, il pourra retourner sortir avec Tony, il n'y a pas de souci. C'est les poils du torse. C'est les poils du torse. C'est les poils du torse, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ouais, que c'est un peu l'arc qui était le modèle du premier film Iron Man par Jon Favreau. Ouais, t'as beaucoup. On est un peu. Ça a un peu joué, je crois. Caractéristique de Tony. Bah, le côté culpabilité, cette culpabilisation vis-à-vis de la technologie. Ouais, parce que le fait que en fait, dans le film de Favreau, il y a vraiment la question du poids des armures, des armes, des missiles qu'il a inventés. Et puisqu'il se fait. Au début, il se fait attaquer par un de ses propres missiles, quoi. Ouais. Et ça, c'était pas dans la BD, puisque dans la BD, il saute sur une mine, mais c'est pas lui qui l'a. C'est pas une mine Tony Stark. Après, voilà. Même si après, dans les épisodes des années 60 ou au début des années 70, il y a tout le fait qu'il refuse de faire des armes, ouais. C'est c'est encore le cas dans cette série, enfin dans ces épisodes où il travaille pour le gouvernement, mais il dit qu'il fait pas de munitions. Il fait donc il travaille sur d'autres trucs de défense, les radars. Ouais, sur des radars, des choses comme ça. Ouais. Mais il y a tout un truc de toute façon sur le personnage, sur l'objectivisme. En fait, puisque c'est vachement influencé par ces théories du self-made man enfin de l'entrepreneur qui sait tout mieux que les autres, et le gouvernement essaye de mettre ses mains sur sa technologie, essaye de l'en détourner, et en fait il n'y a que lui qui sait se servir de sa technologie, les autres n'ont rien compris. Ça colle au personnage. T'as ça aussi dans les films d'Iron Man, puisque dans le deuxième c'est ça. Dans le deuxième, tu commences avec les militaires qui veulent récupérer ils envoient Justin Hammer justement pour avoir un concurrent qui va leur faire les armes que Tony Stark ne veut plus faire. Parce qu'il y a un peu le cas aussi, il n'y a pas. Non, même le troisième film est inspiré de ce qu'a fait Michelini, puisque t'as tout le truc où t'avais les épisodes où il était sans armure en fait avec Michelini, et le troisième film est inspiré justement du côté un peu James Bondesque. Il a été retiré de ces épisodes-là, quoi. Ouais, puis le côté buddy movie avec le Rodé et Tony, quoi. Parce que ça, franchement, ils s'en sortent bien de. En fait, tu vois, quand je veux dire, récupérer un personnage qu'ils ont quasiment façonné, c'était pas évident, quoi. Et faire une reprise, une espèce de comeback comme ça, je pense que c'était pas gagné à la base, et finalement, tu vois, c'est plutôt bien foutu. Ouais, surtout que tu te dis, c'est super rare des auteurs qui reviennent sur un personnage dont ils ont quasiment fait le plus grand succès, et qui arrivent de nouveau à refaire quelque chose de vraiment passionnant. Moi, comme ça, en tout cas chez Marvel, je vois que Miller quand il te fait Born Again. Je vois en pas plus, il le fait sur peu de numéros, lui, en plus. Et voilà.
Et Je mais sais pas, mais- je vois pas. Si, peut-être Alan Davis sur Excalibur aussi, quand il revient Ouais. et qui rattrape tout le T'as peut-être bordel. Mark Waid aussi quand il revient sur Cap. Après, Ouais, après c'est vrai. Heroes Reborn. Mais Ouais, t'en mais il y as a Mais, d'autres. un an. mais après, ouais, Ouais, il voilà. n'avait pas Il y a fait un grand-chose. an. Ah Il y a ouais. un Ouais. an de trucs. Et puis c'est Heroes Reborn qui est vraiment une parenthèse. Ouais. Oui, Et on n'aurait pas, ouais, voilà, on n'aurait pas dû avoir de coupure. C'est juste qu'il y a eu. Ouais, ouais. Puis oui, il se passe quasiment rien. Il se passe rien du coup pour mais, le personnage puisque ça se passe dans une autre réalité. Hein. mais là, pour le coup, tu dis ce que je trouve. Alors déjà, ce que je trouve fort, c'est qu'en plus ils arrivent derrière un run qui est, pour le coup, je Ah, pense qui est qu'il excellent mérite aussi. à être redécouvert et à être remis en avant. Mais Mm. c'est vrai que t'as pas beaucoup de rééditions pour le coup. Là, les Epic qui ont réédité un peu, ils sont hors de prix pour l'instant. Et mais en plus, ce que j'aime bien, c'est quand tu lis leurs deux runs, tu vois vraiment l'Iron Man des années 70 et l'Iron Man des années 80. Il y a vraiment une prise en compte de l'époque. Et du coup, le personnage, justement, ils arrivent à le moderniser sans y aller comme des gros bourrins. Et c'est vrai que le seul truc, la seule faute de goût, mais malheureusement, c'est pas de leur faute, hein, c'est la coupe de cheveux de Tony Stark. Oui, Et, il faut parler de la coupe de cheveux quand même de il Tony. faut quand même mettre quand même 3 pages. Hein. Ils font 3 pages dessus. Hein. Un espèce de mulet à bouclette là, à la Matthew Stone quoi. Ah oui, voilà, Matthew Stone, voilà, c'est exactement ça. Et, mais c'est quand même superbe, moi, ces deux runs-là, années 70, qui offrent des épisodes magnifiques de bout en bout, et puis pareil, des arcs incroyables. Et puis cette période-là, années 80, où tu as à la fois un nouveau Tony Stark, et en même temps, bah, c'est l'évolution logique de celui-là des années 70, avec ce côté beaucoup plus objectiviste, comme dit Isaac, et beaucoup plus, la question beaucoup plus mis en avant de la technologie, alors que, en tout cas, pour ce qui est d'Armor War, toute la question de l'alcoolisme est carrément est plus du tout abordée. Il est Ouais. alcoolique, Ouais. il en fait un peu mention, il boit du Perrier, mais c'est plus du tout dire c'est bon, on va arrêter avec l'alcool, on a déjà un peu usé. Ouais, ça c'est Ça bien aurait- aussi qui s'est pas ressorti le Ça aurait été la dilemme de facilité, ça. Ouais, Totalement. voilà. Ouais, on venait de sortir d'une période où il avait été dans le caniveau pendant 2 ans. Ouais. Ah oui, c'était pas le. Ça aurait fait grincer des dents, quoi. S'il retombait, ça aurait été la facilité. La facilité, ça aurait été de se dire, justement, sous le coup de colère par rapport à tout ça, cette culpabilité, et boum, je vais être tenté par prendre de l'alcool ou boire un coup. Bah non, vraiment pas. T'as vite fait de faire un épisode où Iron Man est bourré, etc. quoi. Alors qu'au final, l'épisode, pour le coup, qui joue là-dessus, bah, c'est celui de Winsor Smith, mais qui part dans un truc beaucoup plus ambitieux. Ouais. Clairement, ouais. Oui, parce que Non, même mais- l'épisode de Windsor Smith, c'est 2 pages sur l'alcoolisme, et après ça part vraiment sur autre chose, sur la technologie qui le dévore. Ouais. Et puis son combat contre l'homosexualité aussi, qui doit jouer. Non, moi, je trouve qu'ils tiennent aussi bien le personnage Michelini et Layton que Roger Stern tient Spider-Man. C'est-à-dire qu'ils ont, ils savent comment le traiter, ou comme Byrne quand il fait les 4 Fantastiques, quoi. C'est Il y a une aisance. voilà, on a l'inventeur et direct premier épisode, c'est un échec, son truc sur l'espace, c'est fini là dans l'os. Donc il est que rattrapé par les erreurs du passé, ou les trucs l'univers dans lequel il est dans je veux dire, il travaille pour le complexe militaro-industriel, quoi, au final. Donc ça peut jamais bien fonctionner, même s'il a des espoirs de faire de la conquête spatiale et tout ça. Il est vite ramené sur Terre, et c'est ce qui rend le personnage, je pense, auquel on peut s'identifier, quoi. C'est le fait que tu peux, malgré que ce soit un milliardaire génie, etc., il est rattrapé par toutes les emmerdes autour de lui, et il essaye de faire au maximum un chemin de vertu, de suivre un chemin de vertu, mais c'est impossible dans la société capitaliste libérale dans laquelle on est. C'est un combat perdu d'avance, et donc du coup ces victoires, elles seront au quotidien, ce sera des petites victoires sur des trucs qui peuvent être anecdotiques sur le plan général de la vie, on va dire. Bah, c'est vrai que c'était Iron Man dans Strange, c'était un peu le personnage le plus adulte, en fait, quand tu lisais, parce que c'est le seul qui est vraiment effectivement dans un environnement qui est pas sympathique. C'est-à-dire son supporting cast passé Mrs. Arbogast
Et Roddy, Ouais, t'as pas ouais, envie de c'est traîner avec Mrs. t'as pas envie Arbogast ouais, ou voilà, et Ab, puis je sais pas quoi, là, le vieil ouais, ouais, informaticien, c'est pas des mecs. ouais, voilà. Bon, Mais je les à fréquente part, pas, c'est pas grave, quoi. heureusement qu'il y a Roddy, Mm, parce que le reste, ouais, effectivement, mm, t'as pas envie de traîner avec ouais, les généraux qui croisent, les mm, politiciens qui mm, visiblement ont tous sont tous corrompus, mm. les concurrents qui veulent lui faire la peau, même les Ouais. meufs avec qui il est, la plupart elles sont un peu bêtes à bouffer du foin, donc Mm. c'est si là il a commencé, il a sa copine qui est coiffeuse là ou je sais pas Ouais, quoi, Mm. elle est Oui. cool, j'aime qui bien. lui refait Ouais. d'ailleurs sa mise en pli là. Mm. Mmh mh. Bah, pour le coup, en plus, j'aime bien parce qu'il pareil, il développe un peu une relation avec elle assez pas finement, mais en tout cas, Ouais, c'est bah, pas mal, ouais. Ouais, tu ouais. Mm. sens tu sens qu'elle représente, potentiellement un espèce d'îlot de stabilité. Un peu Ça comme Mm. était aussi, la ouais, ouais, il a pas ramené, Bethany Cab. Il a ouais, pas, voilà, c'est ce Ouais. que ils ont j'allais dire. Mm. pas, ça aussi, Mm. ça Il aurait crée été la la facilité, la mais il solution de crée facilité, ouais. Mm. voilà, il crée ce nouveau personnage. C'est un peu enfin, c'est pas Britannica dans le sens où c'est pas une femme d'action, c'est pas, mais elle est elle représente quand même aussi un certain, îlot de stabilité, je trouve aussi. C'est une personne Mm. qui Mmh. sait évoluer et dans l'environnement, le même environnement que Stark, mais qui est pas justement que, soit une nana bête à bouffer du foin ou un requin, prêt à te bouffer tout cru, quoi. Mais si je dis pas de bêtises, elle finit avec, Rhodes, non? Ouais. Oui, Donc quand, mmh, à la période où Stark meurt, enfin où on pense qu'il est Mm. mort. Ouais. ouais. C'est plus Michelini au scénario, c'est les quelques épisodes qui sont plutôt pas mal de Len Kaminsky, Kaminski. ouais. C'est pas Ouais, une quand ils période font qui dure War longtemps. Machine. Quand ils font War Ouais, Ouais, Machine, ouais. voilà. Mm. ouais, avec, Ce run-là est Kevin pas mal. Hopgood. Kevin Ouais. Hopgood au dessin, ouais. Et après, Popo Kaka revient à la direction éditoriale, et puis c'est la fin de tout, quoi. Mmh. Mais, mais ouais, elle termine avec Roddy, là. Bon, il perd toutes ses femmes, Tony Stark, hein, de toute façon. Oui, Il y a que dans les films hein, où il n'est pas heureux en amour. n'est Non. pas heureux en amour. Non, Il est heureux en affaires. Oui, de toute façon, c'est impossible pour lui de mener une vie normale aussi, c'est ça l'histoire Mmh. d'Iron Man aussi, puisque dans tout le début, il est obligé d'avoir le plastron de l'armure sur lui. Après, il devient alcoolique. Après, on se retrouve avec Armor Wars, et puis après, il va être paraplégique, quoi. Donc c'est voilà, malgré tout ce qu'il a dans la vie, finalement, on voit que ça tient à pas grand-chose, hein, le bonheur. Mais bon, il a la moustache hein, tout au long de cet épisode. Ouais, oui, c'est sa période moustache, ouais. Oui. Non, j'allais dire Tony Stark sans moustache, je pense que c'est peut-être le truc à jamais changer. Ouais, Et c'est je vrai. peux pas, moi. Je crois qu'il y a quelques épisodes où il a pas de moustache. Ouais, ça doit être mauvais. Dans les trucs de Quesada. Oui, bah oui. Mais quand il est en planque, non? Il enlève sa Ouais, moustache, oui, ouais, personne ne le reconnaît. il doit disparaître. Voilà, Ouais. pour être incognito. Ouais. Il coupe un peu les cheveux et la moustache. Mmh. Bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter un petit peu sur le contexte éditorial, qui est la fin de Jim Shooter, comme on a dit. Ouais. Isaac, tu as peut-être plus d'infos précises à Oui, nous alors donner d'après, là-dessus. en fait, ce qu'explique Michelini dans l'introduction, c'est qu'en gros, c'est Shooter qui a donné l'idée d'Armor Wars. Parce que quand Layton et Michelini sont arrivés sur la série, sont revenus sur la série, ils avaient besoin de mettre un petit coup de projo sur leur reprise, et Shooter leur dit ce qu'il faut, c'est faire une grosse saga. En fait, ils vont bouffer. Et là, Shooter leur explique ce qu'il faudrait, c'est une saga où on pirate Tony Stark découvre que sa technologie a été piratée, et il va se friter avec les mecs qui ont piraté la technologie. Donc en gros, vraiment la base de Armor Wars. Et le temps que ça se mette en branle, c'est la période où Shooter, donc à l'époque, Marvel passe de Cadence Corporation à New World, donc une société qui faisait des films, qui rachète Marvel, et il y a une nouvelle direction qui arrive. Donc voilà, Shooter il n'est pas sur la sellette, mais en fait, ils s'aperçoivent petit à petit que Shooter s'est pris la tête en fait il se prend la tête avec les auteurs, parce que c'est la période post-Secret Wars, et c'est là où il commence à faire Secret Wars 2, il commence à Avoir le melon.
avoir le melon et puis à faire de l'ingérence vraiment éditoriale, Mm. mais vraiment poussée. Il fait le New Universe qui marche pas. Et du coup, Jim Shooter, voilà, il est sur la sellette et il y a une réunion entre lui, Mark Grunwald, qui est l'éditeur du titre Iron Man, et Layton et Michelini, pour présenter la nouvelle, où ils vont présenter les croquis de la nouvelle armure d'Iron Man, donc celle qu'il porte à la fin de la guerre des armures, l'armure qui est de nouveau rouge et jaune. Et ils ramènent les croquis, et en fait, Shooter leur explique, de toute façon, il fait, ça sert à rien parce que je serai plus là, je viens de me faire virer. Et c'est comme ça qu'ils ont appris que ça s'est relaté dans le bouquin de Marvel The Untold Story de Sean Ho. Et tu as c'est Mark Grunwald après passe dans les couloirs de Sautillant de Marvel joie. ouais, voilà, enfin en expliquant que il vient de. Mais quand On dit être Sean promu. Ho, lui, il n'a pas été promu. C'est De Falco qui. Parce que Ah oui, lui, c'est a De Falco refusé. qui prend. Ah, il a refusé le poste. Ouais, Grunwald a refusé. Quel homme, ce Grunwald. Et c'est De Falco qui a. De Falco, il n'a pas fallu lui dire de bander 2 fois. Non, De Falco, il était en train de voir. En fait, il passait des tonnes de coups de fil à l'époque pour savoir s'il pouvait pas trouver une autre place ailleurs. Ah ouais. Ouais. Et c'était tendu à ce point. Il va falloir que je lise ce bouquin, ça a l'air passionnant. Ouais. Et ah non, Ouais, mais la vraiment dernière année, c'est. En fait, tu sais pourquoi. Alors, en fait, ils l'ont viré, Shooter, parce qu'il y a une. Alors, je sais pas comment ils ont eu la vidéo, mais en tout cas, ils ont eu des vidéos, des photos d'une fête chez John Byrne, où donc John Byrne invite des auteurs, des freelances et puis des éditeurs de Marvel chez lui, et ils font un barbecue. Et en fait, en faisant le barbecue, ils ont une effigie de Jim Shooter qui sont en train de cramer pour attirer. Et Il n'y avait pas Twitter et Instagram à l'époque. voilà. Et du coup, les photos ou je sais pas, les images arrivent au nouveau ponte de New World qui disent putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel. et du coup, C'est quoi cette voilà. boîte qu'on a achetée? C'est quoi? Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on a acheté? Alors, je sais quoi sais plus si c'est eux ou si c'est les mecs de Cadence qui négocient je crois que c'est les mecs de New World qui négocient le rachat de Marvel, et en fait ils appellent le mec qui négocie appelle ses patrons et dit ah, c'est super, on a Superman, on a patron, on a acheté des BD, on a Superman, on a Batman. Et il fait comment ça? Il fait ah, c'est super, Warner vous les a vendus. Non, c'est pas Warner. Et en fait, ils s'aperçoivent qu'ils ont acheté. En fait, ils ne savaient pas ce qu'ils achetaient. Ouais, je me rappelle de ça. D'accord. Ah, j'adore. Ah, c'est beau. Ah, du bon Non, mais boulot. sinon, le monde tourne bien. Ouais, donc Shooter se fait débarquer au moment de. Donc c'est Tom DeFalco. Et alors moi, ma théorie, c'est que si tu lis en fait tous les épisodes qui sont publiés à l'époque où il se fait virer, Shooter. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un profil sur Jim Shooter dans 2 mois avant qu'il soit débarqué. Et tu sais, c'est les petits profils dans les pages éditoriales de Marvel. Et qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur qu'est-ce que vous aimeriez qu'on sache de vous que personne ne sait. Et le truc de Jim Shooter, c'est comment c'est je fais toujours ce qui me semble juste et je me fous de savoir si les gens le savent ou non. C'est en fait tout son profil, c'est un truc hyper déprimant où tu vois qu'il est déjà parti. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que si tu lis toutes les BD Marvel de l'époque, tout est un peu dans la déprime. C'est-à-dire que tu as c'est Captain America qui se fait virer de son rôle, c'est Thor de Simonson qui se fait, enfin ses os sont friables et puis il est défiguré. Allez écouter notre émission sur Thor par Simonson. Hulk, c'est Joe Fixit, donc il est. Tu as, qu'est-ce que tu as d'autre? Les 4 Fantastiques qui sont séparés, donc c'est l'équipe avec la Chose, Miss Chauve. Enfin, tout est chamboulé, tout est dans le bordel. Et genre, tu as Tom DeFalco qui arrive, et en fait, toutes les séries, en genre 2-3 mois,
elles reviennent tous dans des canons beaucoup plus classiques. C'est-à-dire que Captain Mm. America, Steve Rogers y retrouve le costume. Moi, j'ai l'impression que Armor Wars, ça devait finir sur quelque chose de peut-être plus tragique, justement avec peut-être la mort de Tony Stark et le remplacement Mm. par un autre personnage. Mais du coup, tu vois, il revient avec une armure rouge et or qui est plus proche de l'armure qu'il avait avant l'armure rouge et Mm. argent qu'on voit dans Armor Wars. T'as ça avec les Daredevil de Hanno Senti aussi, Oui. où en fait c'est Mm. hyper glauque. Bon, tu me diras, c'est pas funky après, mais c'est un peu plus dynamique. Mais c'est surtout que, les premiers épisodes où c'est Tom DeFalco, en éditeur in chief de Hanno Senti, dans Daredevil, c'est là où il retrouve. Il n'a pas un cabinet d'avocat, mais il fait de l'aide Ah oui. judiciaire pour les sans-abri. Mm. Il revient tu reviens à quelque chose de plus classique, tu vois. Alors que tout était pété plus ou moins Mm. quelques mois avant. Et je pense que ça vient du fait que il y avait la dernière année de Shooter, c'était vraiment la déprime en fait pour tout le monde. C'est-à-dire que Shooter, il voulait plus être là, ses troupes voulaient plus répondre à ses invectives, et puis voilà, c'était une fin de règne, quoi, comme on appelle ça. Mm. Et puis en plus, il se faisait piler par DC Comics qui revenait sur le devant de la scène avec Watchmen, Batman Year One, Man of Steel, tout ça. Mm. C'était bien belles années, Voilà. on peut dire, parce que c'est loin d'être dégueu à Marvel, hein. Même s'il se faisait prendre Ouais, des mais non, de des rien. parts de c'est marché, c'est une période qui est assez savoureuse. Ouais, voilà, une saga qui marque un peu le passage de flambeau entre Jim Shooter et Tom DeFalco, pardon. Et ouais, et on se disait aussi peut-être un galop d'essai pour les comics Valiant, Ouais, puisque Bob Layton aura une place importante chez Valiant, l'édition de comics indépendante. tout le côté un peu corporate, c'est guerre Mm. entre col blanc, Ouais. tout ce Bah, la côté-là. série Exo Manowar, elle est... Ouais. on est un peu dans le même délire, hein, Mm. sauf que c'est Conan en lieu et place de Tony Stark, quoi. C'est un viking qui se retrouve déplacé dans le temps et qui devient un millionnaire dans le même style que Tony Stark, avec une armure équivalente à celle d'Iron Man et qui vient de l'espace. C'est à lire, ça aussi. Mm. Exo Manowar. Si vous avez pas lu, ouais, c'est la Valiant, c'est une, bah, ça existe toujours, Valiant, hein, je crois. Maintenant, il y a eu un revival ces dernières années, mais ça avait explosé aussi début des années 90. Gros carton en parallèle d'Image, avec Jim Shooter aux commandes et Bob Layton aussi. Ouais, il nous faudrait des heures pour en parler. Ouais, voilà, il y avait des grands noms. Hein. D'ailleurs, ouais. Il y avait d'ailleurs tous les scénaristes que tu trouvais déjà chez Shooter, parce que je crois que Mitch Lee va travailler là-bas. Ouais, il me semble. Frank Heller va travailler là-bas, Roger Stern va travailler là-bas. Enfin, tu les trouves un peu sur tous les. Ouais, il doit y avoir des là, pépites, il y a des pépites à redécouvrir. Non, Et là aussi, Shooter va se faire débarquer ouais, assez rapidement. en un Et ça an. redescend, ouais. Ouais. Ouais, comme quoi, hein, quand ça veut pas, ça veut pas. Bah voilà, bah voilà, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je pense qu'on a fait le tour un petit peu de. Moi, je voudrais juste dire, en relisant, je Vas-y. me suis aussi dit que ce côté Armor War avec on va dire, Iron Man qui se frite avec tous les, allez, entre guillemets, un peu tous les clones qu'il a engendrés. C'est un modèle qui va être vachement repris, j'ai l'impression aussi. Dans Ouais. quelques séries, un peu ce côté, on va faire un peu le ménage, donc on va un peu faire confronter le héros avec tous les avatars un peu. Moi, je repensais, il y avait Mark Waid qui avait fait ça avec Hulk. Avec ce côté, on va se débarrasser un peu des Hulk rouges, gris, jaune, vert, jaune et violet. Et voilà, j'ai toujours eu cette impression-là de voir que à quel point c'est devenu un modèle, quoi, ce passage-là, de confrontation un peu à tous ces pairs, et pour relancer un peu une dynamique. Ouais, ou même tu prends Nightfall. Au tout début de Nightfall, t'as Batman qui doit se friter avec les ennemis sortis de la gamme, et plus ça avance et plus les ennemis sont dangereux, quoi, parce que tu commences avec je sais plus, ils ont repris un peu le même concept, mais ils ont poussé le curseur sur 11 pour oui,
Bah, pour pour Nightfall. Ben, ouais. Par rapport Mm. justement à l'autre grosse, le robot avec sa grosse roquette là. Ouais, voilà. Il y a personne qui débarque dans le QG de Tony Stark et qui découvre son Dans identité, quoi. Mais Ouais. dans, dans Nightfall, mais c'est vrai qu'on est sur le même type de construction. Hein. Ouais, c'est vrai, parce que ça fait école, hein, ce truc. Et la nouvelle armure donc d'Iron Man, qui est plutôt chouette, mais qui va pas être utilisée longtemps. Très épurée, des lignes très épurées. On préfère quand même le Silver Centurion, la blanche et rouge. Moi, je préfère la Silver Centurion. J'aime Mais, bien quand c'est Romita Junior, par contre, qui dessine cette armure-là avec et les qui grosses fait des boots. grosses boots. Ouais, voilà. Ouais. Mmh. Après, c'est Jackson Ouais. Guice qui arrive au dessin et il change légèrement le design, ce qui fait que elle marche moins bien. Il change les épaulettes, je crois qu'il vire le col, et du coup, elle est moins cool. Ouais, il y a 2-3 Elle trucs tient pas pas top. grand-chose esthétique, ouais. Mais moi, j'avoue, après, c'est simple, hein, c'est aussi avec cette armure-là que j'ai découvert le personnage. J'adore, de toute façon, j'adore la prestation de Romita Junior, enfin sa deuxième, quand c'est John Byrne qui écrit le run à ce moment-là. Et ouais, moi j'aime beaucoup cette armure, voilà, parce que c'est la première fois. J'aime bien la manière dont elle apparaît, comment il la construit, comment elle apparaît, Il y a la tout mise un en épisode. scène, de comment elle arrive et tout ça. Le dilemme, pareil, il dit je l'utilise que pour le battre et après je la détruis. Et puis, pour moi, je pense que c'est peut-être la dernière armure, on va dire, solide, véritable, Ouais, qui reste Iron Man, puisque après, j'ai l'impression d'avoir une valse où il change d'armure tous les 2 numéros. À ouais, partir, ouais. on pourrait dire que War Machine, l'armure War Machine aussi est devenue emblématique, pour le coup, pour Rod, pour ça. Mais honnêtement, après cette dernière armure rouge et jaune, en fait, t'as l'impression Ouais, d'avoir après toujours une ça, nouvelle armure où on change de 3 trucs, mais on garde toujours cette idée Ouais, de couleur et de forme, et après, t'en as plus une qui reste emblématique, quoi. C'est Et puis terrible. Pour moi, c'est la dernière. il rajoute des tonnes de Ouais, détails qui servent à rien. c'est rien. On va faire un canon Ouais. à l'épaule, on va te mettre un triangle à la place du rond, enfin, des trucs comme ça, et ça sert à que dalle, quoi. Ouais, pour moi, c'est la dernière armure emblématique d'Iron Man. Ouais, ils avaient fait pour Heroes Return, ils avaient essayé de faire un truc qui était un petit peu dans l'esprit, mais elle était trop compliquée l'armure par rapport. Ils avaient Par rajouté. rapport. Donc c'est après voilà, c'est soit t'as un dessinateur qui sait bien dessiner Bah, les armures, soit après t'es emmerdé, quoi. c'est ça le problème d'Iron Man, c'est que les mecs, à partir de Heroes Reborn, pour moi, on arrive sur des auteurs qui ont bouffé du manga et qui s'imaginent que pour faire du mecha, ils ont bouffé du Mamoru Oshii à mort, et que pour faire du mecha, il faut en mettre partout. Et Iron Man, son leitmotiv, hein, c'est tu fais de la simplicité pour Iron Man. Et ces 2 couleurs, par exemple, voilà, déjà, avec le rouge en prédominant, c'est une forme hyper simple, et c'est surtout, rappelle-toi que tu dessines un homme en armure, mais que quand il est dans l'armure, en fait, t'as l'homme, quoi. Enfin, ce que c'est Gene Colan, enfin, quand il te montre, quand il te fait tout exploser, t'as les muscles, quoi. Tu te dis, tu vois les muscles d'une armure, mais c'est pas possible. Bah si, pour Iron Man, c'est possible, c'est comme ça que ça marche. Et ça, derrière, si tu inventes 50 000 gadgets sur ça, t'as pas vraiment compris comment rendre classe Iron Man. Voilà. C'est pas faux. C'est même vrai. Je valide cette théorie. Voilà. Bon, je crois bien qu'on a fait le tour de la saga Armor Wars pour notre grand retour. Donc, vous l'avez compris, hein, on vous conseille d'aller découvrir ça. Moi, je vous conseille de lire effectivement les épisodes qui démarrent avant. Ça démarre au 215 précisément. Il y a une édition chez Panini qui va sortir. Elle est qui est peut-être sortie. déjà sortie d'ailleurs. Elle est sortie. D'ailleurs, qui reprend tout, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, c'est dispo, hein, profitez-en tant que c'est dispo. Aimez Rocky 3, vous allez adorer certains passages, notamment ceux où Stark court sur la plage avec son petit top et tout ça. Et il affronte aussi un vegan à un moment donné qui attaque un fast-food. Exact. Un bodybuilder. Non à la bouffe transformée. Voilà. Et où il dit je suis pas tout à fait en désaccord avec ce que tu fais, mais tes méthodes. Je suis contre toi, mais je respecte tes idées, comme disait Voltaire.
donc bah oui, bah voilà, donc c'est sorti chez Panini, donc n'hésitez pas à vous jeter dessus. Vous pouvez notamment aller le chercher chez Cuba Comics alors. J'allais Il en a dire, un. Hein J'ai- N'hésitez pas, dis-nous tout là-dessus, mon bon Bruno. que vous pouvez venir à la boutique récupérer les back issues. Parce que Ah. Cuba Comics, on a que du back issue, du vieux. On a que du silver, du bronze et du cooper. Ouais, non, en fait, ça fait un mois que petite boutique de comic book s'est ouverte à Saint-Ouen, au marché Dauphine précisément. Marché Dauphine qui est un peu le temple des disquaires. T'as quasiment toute l'Europe qui vient un peu là ici, là-bas pour aller récupérer du vinyle. C'est assez connu, très prisé en fait. Oui, Et c'est dans ce célèbre. marché de, hein? Je dis c'est célèbre, ouais. Ouais, c'est hyper connu. Et puis au sein de ce marché Dauphine, là où t'as tous les trucs disquaires, t'as aussi un truc, on va dire, un peu pop culture avec du jouet, du rétro gaming. Les gérants étaient ravis de nous accueillir parce que justement on leur avait proposé le fait qu'on fasse du comics et ils n'avaient pas ça. Donc en fait au marché Dauphine, il y a quelques bouquinistes qui font du français, Mhm. mais personne ne fait de la VO en fait. Et Mhm. surtout personne ne fait de la Dommage. VO comme nous. Donc du coup on est dans un endroit bien placé. C'est assez cool. Et puis voilà, ouais, c'est parti vraiment sur un coin de table, là, cette idée. Bon, après, c'est des raisons. Je fais ça avec un mec que j'ai connu à mon ancien boulot et qui lui est toujours salarié dans la même boîte où j'étais. Et puis ouais, qui est collectionneur. Alors lui, qui est collectionneur un peu plus poussé, très silver en fait. Et du coup, en fait, on a fait en sorte que justement, nos deux univers se rencontrent. Lui connaissait pas forcément trop le Cooper et tout, puis qui aime pas forcément les trucs un peu décalés comme moi, tu vois. Moi, je peux aller chercher du Mhm. Shogun Warrior, tu vois. C'est n'importe Ouais. quoi. Et lui est assez standard, tu vois. Mhm. Ce qui est pas péjoratif, hein, c'est pas du tout ça. C'est justement, il est dans un truc qui est assez pointu, justement, dans son domaine. Et puis du coup, le fait qu'on réunisse un peu ces deux univers font que la boutique a sa propre touche, quoi. Je Sa dirais que personnalité. ouais, voilà, sa personnalité exactement. Et alors Et du coup, on n'a ça pas va la de. Tu vas du Silver Edge jusque. au Cooper, C'est quoi ouais, le fin plus, années 80, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, à peu près, ouais. Et après, on a très très peu de modernes. Mais c'est pareil, après, tu sais, on a fait ça, mais vraiment sans business plan, quoi, tu vois. C'est Ouais, ouais. vraiment à l'arrache qu'on est parti dans ce délire-là. Et t'as pas de. Faut savoir que la boutique, quand on l'a ouverte, c'est vrai que tu mets un peu les trucs qui te plaisent, tu vois. Mhm. Mhm. Mais un peu. T'achètes du stock et des bouquins, en fait, qui te ressemblent toi. Mais à un moment donné, t'es obligé un peu, tu vois, de surpasser ce truc-là et de mettre aussi des trucs que le public, finalement, sur lesquels vont s'arrêter les gens. Mhm. Alors que toi, t'aurais pas forcément été lecteur, quoi. Mhm. Donc, Mhm. excusez-moi, j'ai un Mais bon, truc à la gorge. la période de toute façon Silver Edge jusqu'aux années 80, c'est quand même une des périodes les plus riches de l'histoire Ah bah, des comics. Donc effectivement, et puis ça se fait rare maintenant de trouver des clairement, boutiques là, le silver à bon prix aujourd'hui, Mmh, c'est compliqué. Le golden, c'est quasiment, c'est pas quasiment, c'est intouchable. Mhm. mmh. Le silver, ça commence vraiment à prendre des proportions de prix exagérées. Et même, tu vois, le bronze, c'est pareil. Les trucs du bronze maintenant. Le Ouais, bah Marvel ouais. Poster 46, je crois, avec Ant-Man, par exemple, la première apparition d'Ant-Man, justement dessiné par Bob Layton. Le Mmh. truc, c'est un truc que tu pouvais toucher à 10 balles à l'époque, et Il y a pas aujourd'hui, si longtemps. ça vaut Mmh. 150 balles, quoi. Tu vois, Ouais. Putain. Bah oui, bah les maintenant prix, avec l'apparition des films, les personnages il y sont a les connus. films, et puis le Covid aussi, ça a aussi ramené en fait une nouvelle population de collectionneurs qui ont,
qui connaissaient rien, en fait, qui se faisaient chier, en fait, faut le dire, à la maison. Et puis sur Internet, voilà, ils ont trouvé un nouveau truc, c'était effectivement de collectionner du comic book, quoi. Et les prix, moi je l'ai bien vu, hein, les prix entre l'avant le Covid et post-Covid ont complètement doublé, quoi. L'inflation est là aussi dans le monde des, Ouais, non, mais des collectionneurs de comics, mais c'est quand même pas possible. Pourtant, Donc, c'était déjà pas donné au départ. Hein, mais... Non, mais cher. c'est vrai que on trouvait des lots, enfin le Crisis on Infinite Earths, les Ah ouais, 12. carrément. Pourtant, tu pourrais te dire, hein, c'est des épisodes qui sont mythiques. Ouais, je les ai trouvés pour. Je crois que maintenant c'est le tiers de ce que de ce que qu'ils ça vaut demandent actuellement. Ouais, ouais. Bah, c'est Secret Wars, aussi un bel exemple, en Ouais. fait. Où les numéros, enfin notamment le numéro 8 avec Spider-Man noir. Là, qui est complètement. Enfin, c'est. Qui a Alors que pris tu touchais des- ça, pareil, à 5 balles à l'époque. Mmh. Donc ouais, ça a pris des prix. Les prix sont un peu gonflés. Nous, on fait pas du tout de. Alors, c'est pas parce que c'est nous qui tenons la boutique, mais c'est vrai qu'on fait pas de spéculation sur le comics. On essaye vraiment d'être au plus juste au niveau du prix. Et Ouais. du coup, niveau prix, justement, ça va de combien à combien ou en moyenne dans votre boutique? Franchement, il y a pour toutes les bourses. Il y a des trucs Ouais. qui sont à 4 balles et t'as des trucs à 500 ou. Et ça, par exemple, c'est des trucs à 500, c'est du silver, quoi. Ouais, non. Ouais. Mais et encore, c'est tout pas trop cher, tu vois. Enfin, je dis pas trop cher, hein, tout est relatif. Par rapport au hein, marché. j'entends Ouais, bien. par Mmh. rapport au marché. Ouais. Mais non, mais nous, honnêtement, nous dans la boutique, t'as vraiment tous les prix. Et vraiment, on charge pas comme des bâtards, quoi. Et tu as des grosses pièces de collection parmi les. Ouais, on a, bah justement en silver, on a pas mal. On a du Tales of Suspense qui est vraiment assez chouette, quoi. Mmh. On a vraiment des numéros très beaux Tales of Suspense. Et les FF en dessous des 20 numéros, on n'en a pas. Au-dessous du numéro 20, on n'en a pas. Parce que c'est pareil, c'est hyper cher. Et puis en fait, il faut pouvoir le trouver aussi en bon état, tu vois. Ouais. Parce que c'est pareil, tu peux trouver tu peux trouver un FF10 par exemple, tu peux l'avoir, mais dans quel état? Tu vas l'avoir en VG, en very good, ça va être un peu dégueulasse. Nous, l'objectif, c'est aussi quand même qu'on ait des pièces qui soient vraiment belles, quoi. Tu vois. Ouais, nickel. Ouais, voilà. Il y a un truc qui nous a fait hyper plaisir, c'est il y a 15 jours, il y a un mec qui est venu, un Américain et tout. Puis le mec, on voit et tout, il arrête pas, il ressort les comics et tout. On voit que le mec, il s'y connaît, quoi, tu vois, parce qu'il sort les trucs des bagues et tout. Et franchement, bon, il achète pour pas mal, et puis il nous dit, franchement, il va dans beaucoup de conventions aux US et tout, et il nous fait, c'est assez rare de trouver, en fait, les numéros que vous avez, surtout, on a pas mal de torts, en fait, de Kirby et tout, ils sont vraiment dans un bon état. Et il nous dit, franchement, c'est hyper rare de les trouver. Il trouve que du VG, en fait, du very good, donc c'est assez bas, en fait, dans l'échelle du grading, quoi. Donc ça nous a fait assez plaisir, en fait, qu'un étranger, tu vois, nous dise un truc comme ça. Et derrière vous, les récupérez de quelle manière? Via des annonces ou toi-même quand tu chines ou tu... Alors, ouais. Alors, c'est la partie la plus excitante, je dois dire, un peu du projet, en fait. C'est effectivement... Alors déjà, nous, on avait des doubles, en fait, donc qu'on a mis un peu en boutique. Mais on s'est rendu compte assez rapidement que même si on avait beaucoup de doubles, ça faisait pas du stock. Ouais. Donc en fait, on a réactivé des contacts qu'on avait parfois en commun, des contacts que lui connaissait, que moi je connaissais. La parenthèse, c'est que moi par exemple je collectionne, mais je collectionne pas en fait si tu veux en mode un peu il me faut tous les numéros de tous les Kirby, tous les machins et tout. Ouais. Par exemple, je vais peut-être en faire râler beaucoup, mais par exemple, tu vois les FF de Kirby entre le 1 et le 20, ça m'intéresse pas, quoi, tu vois. Même si j'avais la thune pour acheter, franchement, ça m'intéresserait pas, tu vois. Je trouve que ça décolle vraiment, vraiment, tu vois, au numéro 25, ou un truc comme ça. Je trouve qu'il y a un truc qui commence vraiment à se mettre en route chez Kirby. Et les autres numéros ne m'intéressent pas du tout. Avengers, c'est pareil, tu vois, même si j'aime bien tout ce que faisait Donnec et tout, tu vois, les trucs avec fait par Donnec,
Je suis pas fan. Toute la période où t'as Cap qui est. Tu sais, il change un peu l'équipe. T'as Goliath, la sorcière, Vif Argent et tout. Toute cette période-là qui est. Tu vois, c'est entre le numéro, je crois, 30 et 39, je sais plus, bref. Pareil, ça, c'est des trucs qui m'intéressent pas parce qu'en fait, moi, à la base, quand je collectionnais, je collectionnais plus, en fait, sur la base d'auteur. Tu sais, sur la base de ce qui se Ouais, t'es passait. pas un complétiste. Ouais, voilà. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt la résonance, en fait, du comic book à l'époque où ça a été écrit, en fait. Ouais. Moi, ma collection, en fait, elle est faite là-dessus, en fait. Elle est faite sur le truc un peu social, en fait. C'est un peu pas prétentieux de le dire, mais moi, c'est ce qui m'intéresse dans le comic aujourd'hui, tu vois. C'est vraiment que quand tu grandis, effectivement, que tu passes à une analyse, en fait, du comic book. Bon, moi, c'est pour ça que j'aime ça. Et t'as des mecs, des collectionneurs, ils s'en foutent. Ils veulent tous les Kirby, tous les Ditko, machin et tout, machin. Je suis pas vraiment dans ce truc-là. Mon pote est beaucoup plus là-dessus, justement. Il est beaucoup plus dans le dessinateur, tu vois. Ditko, Kirby, machin, tout, tu vois, ces trucs, Donek et tous ces trucs. Donc, ce qui fait que c'était intéressant, en fait, de combiner nos collections de doubles avec ça. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, même avec ça, on n'avait pas assez. Donc, la partie un peu excitante du projet, c'était effectivement d'aller chercher, de récupérer du stock, de trouver, de chiner. Donc, je passe des heures interminables sur Internet et tout. Ou même, je fais des voyages de ouf. Enfin, il y a 15 jours, je suis parti dans le trou du cul de l'Allemagne pour aller chercher du stock. J'ai pas été déçu parce que j'ai vraiment trouvé des trucs intéressants, mais c'est le stock, on est obligé de le construire aussi, quoi. Ouais, forcément. Ouais. Et C'est plus difficile qu'avant, ça. Ah ouais, ça c'est ce que je veux dire. C'est vraiment pas le plus évident, ça. Là, c'est pas le plus évident parce que les mecs, les prix sont un peu chauds. Enfin, tu vois, il y a peut-être 4 ans sur le Bon Coin, tu pouvais trouver des trucs. Aujourd'hui, en fait, le moindre guignol qui va trouver un comic dans son grenier, le grenier de sa grand-mère, il va le mettre à 150 balles sur le Bon Coin. Les gens, je te dis ça, je te dis, c'est genre un comic book des années 90. Le mec, il va croire qu'il a en fait la perle entre ses mains, alors que c'est un truc qui vaut 2 francs, quoi, tu vois. Les mecs, aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Les gens, dès que tu trouves un truc dans ton garage, tu crois en fait que t'as touché jackpot. Le trésor dans sa maison. Mais souvent derrière, s'ils les vendent, quoi. Après, tu sais, c'est. Franchement, non. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui achètent? Quand tu vois, pareil sur la VF, tu sais, t'as des intégrales de Panini qui ont des tarifs. Oui. Et à chaque fois que je vois ça, je me dis, et je me dis, mais ils les vendent derrière ou quoi? Enfin, j'imagine que non, vu que je vois les annonces, elles traînent pendant un an, tu vois. Mais tu fais le parallèle avec la VO, c'est exactement la même chose. Voilà, c'est quand même dingue, quoi. Que ce soit à un prix élevé, ça je peux comprendre, compte tenu de l'ancienneté ou de la rareté du truc, quoi. Mais là, tu as vraiment l'impression d'une espèce d'automatisme en disant j'ai de la valeur, alors que tiens, regarde. Faut déjà que quelqu'un les recherche, les trucs qui les vendent. Tu parlais des X-Men des années 90. Je vais dans le bac de mon bouquiniste à côté Tours, je tombe sur les X-Men numéro 1 de Jim Lee et clairement, tu vois, le truc était vendu à des millions, et tu te dis, il y avait 3-4 variantes et ils les vendaient mais vraiment pas cher, tu sais, tu te dis, et les mecs à l'époque, ils se disaient, ça y est, j'ai le Graal. Non. Voilà, c'est ça. Mais nous, on raisonne pas de cette façon-là. Le X-Men de Jim Lee et Claremont, on en a mis, je crois que le premier, on l'a mis à 8 €, tu vois, et tout, les autres. Voilà, ça me paraît. À un moment donné, c'est surtout que sur des numéros qui sont majeurs, ouais, Avant, tu avais le. On t'entend plus, t'as coupé ton micro. T'as coupé ton micro. Le micro est coupé. Pardon. Voilà. Je sais où ça avait coupé. Mais du coup, donc je disais que par exemple, Jim Lee, les X-Men de Lee et Claremont, en boutique on en a, et ils sont à des prix hyper abordables, tu vois. Tu peux pas. En fait, t'as sur les case donc les numéros majeurs, où effectivement, tu vas essayer de marger un petit peu, c'est normal. Mais je pense que ça, t'as des numéros, ça a pas de sens de les mettre à des prix. Enfin, c'est débile, quoi, tu vois. Là-dessus, on fait quand même attention. C'est pas. Attends, dans le temps, il y avait le guide des codes de Wizard. Je sais pas si ça n'existe plus. Est-ce qu'il y a encore un truc référence comme ça, ou c'est fini? T'as l'Overstreet, mais l'Overstreet, en fait, c'est pareil. Ils sont vraiment en dessous des.
En fait, l'Overstreet ne raisonne pas comme si c'était un commerçant. C'était pas un vendeur de comics. L'Overstreet, il se base sur une cote réelle, en fait, du marché. Mais sauf que quand tu vends des comics, imaginons. Ouais, tu fasses ta marge. Hein. Ouais, je sais pas, X-Men, je sais pas, j'ai dit des bêtises, hein, X-Men 101, tiens, avec la première apparition de Phoenix. Je sais pas, à l'Overstreet, il doit peut-être en very fine, donc je sais pas, donc en assez bon état ou même en fine, il doit être peut-être à 80 €, mais ça n'a pas de sens. Parce que toi, tu peux pas le vendre à 80 € en fait. Tu leur as jamais touché à 80 € le truc. Non. Ouais. Eux, c'est vraiment une cote, tu vois, qui est réelle en fait, mais qui correspond pas en fait à une valeur commerciale, une valeur marchande. Toi, quand tu es bouquiniste ou quand tu es vendeur quand tu as une librairie, tu pourras jamais le mettre au prix de l'Overstreet, c'est pas pareil. Ça reste une base de référence parce qu'en fait, ils t'indiquent les dessinateurs, les personnages, machin et tout, donc c'est assez bien. En termes de prix, c'est pas très bon. Nous, on se base souvent sur My Comic Shop, qui est un site américain de VPC. Et on se base beaucoup sur eux parce que c'est très correct leur prix. Ils font pas les bâtards en fait. Donc on s'aligne généralement sur leur prix. On s'aligne généralement sur leur prix. Ouais. Et puis ouais, voilà, dans ce qu'on appelle pricer, donc le comic, c'est vraiment le truc qui est un peu plus dur, même plus que de voir l'état de ton comic en fait. Est-ce que lui donner une valeur, c'est ce qui est le plus dur parce que tu n'as pas envie d'enfler les personnes, tu vois. Il faut aussi que toi aussi tu arrives à aussi te faire un petit peu de marge. C'est dur, c'est pas. L'aspect commerçant, il faut pas l'oublier, quoi, si tu veux que ton business y tourne, hein, c'est sûr. Mais pour autant, on a vraiment des petits prix de malade, hein. Franchement, on a vraiment. Et typiquement, c'était quand lundi. Une famille qui est venue, le gamin il voulait des trucs, il a acheté des trucs et c'était à 4 €, quoi, 65 €. Ouais. Il repart avec un bouquin des X-Men, il est content. C'est cool, tu vois. Ça fait plaisir. Tu vas pas lui vendre des trucs à 25 €, ça n'a pas de sens, quoi. Non. Oui, on a des trucs à 25 balles, mais c'est normal, c'est ça. Mais c'est compte tenu aussi du numéro, de la valeur que ça peut avoir, quoi. Et ça serait quoi Vas-y. Ouais, je voulais dire les pièces dont tu es le plus fier là que vous avez, ce serait quoi par exemple? On a rentré le Wonder Woman avec ou quand elle a son costume en fait, la première fois qu'elle a son costume. Ça, on est assez content de cette pièce-là. Ouais, donc les tests au suspense, on est assez content aussi. En grosse pièce, après sur les FF, on avait les trucs. Ah merde, c'est le numéro 39 ou 41, je sais plus. Avec toute la bataille du Baxter Building et tout. Oui. Trop bien. Ah ça, putain, ça tue. d'ailleurs, acheté. Alors, je me permets une question, mais alors pas du tout intéressé. T'aurais des flashs, procès de flash ou Les flashs de le procès de Flash? Je connaissais un internaute qui s'appelait Conal Fury qui m'avait tellement bien vendu que j'avais réussi à trouver le Showtime en noir et blanc. Mais du coup, je me dis, j'aimerais bien me les prendre en couleur, putain. On a quelques-uns. C'est intéressant ça. C'est cool. C'était pas du tout intéressé. Ouais, non, mais ouais, je profite. Hein, le tenancier est là, moi je profite. Hein. Donc ça va du Marvel, mainstream, DC, et jusqu'à de l'indé un peu plus obscur ou faire un peu d'indé. Et d'ailleurs, en indé, on essaie de faire des trucs indé, mais justement un peu plus récents. Et tout à l'heure, tu parlais de Valiant et d'Image. Donc, on essaie de récupérer des trucs assez récents d'Image. Je crois qu'en fait, c'est pareil, toi, c'est des trucs qui m'intéressaient pas à l'époque, parce que c'était une sale image, on peut le dire. Tu vois, les années 90, moi, ça m'avait un peu sorti justement un peu du comic book. Il y a deux écoles, il y a des gens qui aiment bien. Hein. Il y a des gens qui ont grandi avec ça, c'est la référence pour Image. Hein. Et d'ailleurs, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, on m'a posé la question, est-ce que j'ai du Darkness et c'est vrai qu'il est super demandé. Ouais. Darkness et Witchblade, c'est vrai que c'est super demandé.
Et pour revenir donc au truc indé Image, ouais, on a chopé quelques trucs de chez Image assez récents, dont un truc qui s'appelle Sex Criminals, alors qui est Ah oui. pas C'est ça, pas c'est Mad Fraction, Fraction, ça? ouais, Ouais, Mad Fraction, Fraction. que je connaissais pas en fait, que je voyais en fait quand il a écrit pour Marvel, hein, je crois. Hein. Ouais, Donc ouais. je voyais Il a son sévi à Marvel. Ouais. base et tout sur certains trucs, mais je connaissais pas et tout, j'avais pas vu. Et là, la série est assez sympa puisque c'est une meuf qui a le pouvoir en fait d'arrêter le temps d'arrêter le temps quand elle baise. Et elle rencontre un mec qui a le même pouvoir. Et donc du coup, quand ils baisent, ils se disent ah bah tiens, vu qu'on a le pouvoir d'arrêter le temps, toi et moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller braquer des banques. Ouais, Donc ils se mettent- et donc, c'est assez cool. Il y a un peu de cul, machin et tout, c'est assez sympa. J'aime bien le graphisme et tout, j'aime bien j'aime bien les dessins. Je me suis laissé un peu embarquer dans ce truc-là. J'ai dit tiens, bon, on va mettre des trucs indés comme ça et tout. On compte faire un rayon X d'ailleurs. Non, je déconne c'est pas. Pour un certain Comment- public. C'est comme Un pour les rayon vieux X, vidéoclubs. attention quoi de se lancer aussi dans ce marché-là. Mais Et ouais, tu non, mets on du... fait un peu d'indé, mais dans l'indé, c'est pareil, tu vois, moi, je suis pas hyper calé. Donc, je me renseigne un peu à droite, à gauche, puis des fois, je prends des trucs vraiment au hasard, quoi. À la couleur. Et le fait de vous dire ça là, tu vois, d'acheter des trucs sur la couverture, c'est un truc typique de plein de gens là qui passent à la boutique et qui connaissent pas le truc, qui achètent, ils voient la cover. Un groupe, parce que, ah oui, au marché de films, c'est extrêmement prisé par les touristes. Mais alors, je crois que la clientèle c'est 80% de clientèle étrangère. Et dimanche, il y avait un groupe de Turcs, en fait, ils sont arrivés, et en fait, ils connaissaient absolument rien en comics, et ils prenaient des trucs sur la seule fois de la couverture, en fait. Donc ils reprenaient, ah ouais, ça, C'est le but de la couverture. non, mais C'est là qu'on vachement revient bien. au but premier. Hein. Ouais, mais en fait, ce qui est marrant dans cette activité-là que je fais depuis un mois avec mon pote, c'est que tu vois aussi un peu, tu vois, t'as les habitudes, en fait, des personnes il y a des mecs comme nous, en fait, qui savent, en fait, ce qu'on va acheter, ce qu'on veut lire, machin et tout. Mais t'as des personnes qui connaissent absolument rien au comic book, quoi, tu vois. Et qui viennent parce que, déjà, la boutique est colorée, donc ça, c'est cool. En fait, les gens viennent, ah putain, c'est beau, machin et tout. Ils viennent et tout, et cool, et puis ils regardent les bacs et tout, puis ils s'arrêtent, ah ouais, ça c'est génial et tout. La couverture la couverture de Byrne de Man of Steel, là, et tout, là. Et que les mecs, ah ouais, hop et tout, c'est un original. Bah ouais, c'est un original. C'est vrai. Hein. Tu vois, non mais c'est hyper marrant, c'est assez rigolo, tu vois, décortiquer, tu vois, les habitudes des gens qui connaissent pas du tout le comic book Mais c'est vrai que l'objet en soi est intéressant. c'est super beau. Parce que ouais, voilà, c'est ça aussi l'intérêt d'aller chercher des singles comme ça. C'est que l'objet est cool, les pubs à l'intérieur, le courrier des lecteurs, tout le papier, les couleurs. Moi, ça me donne justement vu que justement, en plus, le fait d'avoir ouvert la boutique, j'achète quasiment plus. Déjà, j'achète plus parce que je pense que ce que j'avais envie de lire et ce que je l'ai à la maison, tu vois, et tout. Mais aussi, tu as en fait, puis la boutique, en fait, j'achète tellement de trucs pour la boutique que j'en achète plus pour moi. Mais, ce que tu dis, Yann, c'est vrai parce que avec le recul, même si tu te places même dans la peau de quelqu'un effectivement qui est pas lecteur, tu trouves ça vachement chouette, quoi. Honnêtement, comic book, c'est un objet, c'est un morceau d'histoire, quoi, maintenant. Comme tu dis, avec les pubs, avec les trucs. Je pense Moi, ça a pas son pareil, quoi. Je comprends vachement le truc dans le sens où, enfin, moi, qui ai très peu de connaissances et de musicales et qui est pas quelqu'un qui va chiner des heures dans une boutique de disques, hein, c'est vraiment pas dans mon truc. Mais par contre, ça peut m'arriver, je vais dans une boutique d'occasion, de DVD, tout ça, avec je regarde les pochettes de vinyle, c'est pareil, c'est juste une pochette, en fait, ça t'ouvre des univers, enfin, c'est des portes ouvertes et qui t'as envie de foncer dedans. Et je comprends tout à fait, je vois tout à fait ce sentiment-là, ouais, pour des gens qui connaissent pas le comics et qui vont prendre les couvertures, qui vont ouvrir. Enfin, il y a tellement c'est un graphiste fort. Enfin, ça peut t'ouvrir des trucs de fou. Quoi. Ah, c'est une vraie porte. Vraie porte vers un univers, franchement, qui moi, je trouve que
Enfin, jusqu'à mes 100 ans. Enfin, je sais pas si j'irai jusqu'à 100 ans, mais en tout cas, Oh, bah, je te le souhaite. qu'à mon dernier souffle, en fait, je crois que enfin, le comic book, c'est inévitable comme objet. C'est trop beau. Franchement, ça tue, puis tout ce que ça raconte, tout ce que ça raconte derrière et tout. Voilà, tu vois, quand vous parliez tout à l'heure de Armor Wars, pourtant qui est de fin des années 80, quoi, tu vois, mais ça. Enfin, moi, vous entendre, tu vois, j'avais envie de les sortir Voilà. délire et tout, tu vois. Cesse C'est d'y magique. revenir. Ouais, c'est magique, tu vois, c'est magique. Et c'est magique. Bah, si on avait fait mieux, Ah, ça se saurait hein, que voilà, les comics. c'est autant pour des passionnés, ou pour des non avertis, ça a pas de. Alors, pour moi, ça n'a pas vraiment d'équivalent, quoi. Vraiment, tu vois, Ouais. même j'adore le Cinoche, hein, franchement, je kiffe et tout, mais je crois que le comic book c'est un truc. Tu vois, typiquement, j'ai vendu toute ma collection de DVD Blu-ray, les comics, je pourrais jamais, quoi. Ah ouais, non, Bah, c'est très je comprends. difficile de revendre Ouais. ces. Pour avoir essayé, je sais que psychologiquement, c'est un sacré challenge de savoir de quoi te T'arrives à débarrasser dans épurer. ta bibliothèque, quoi. T'arrives à épurer, mais il reste un moment, Mm. une base que tu ne peux pas toucher. Ouais, Ouais, c'est clair. Puis ça donne plutôt envie d'en acheter d'autres, quoi. Ah, ça, Ouais, mais, c'est ça. j'ai pas fini ça, faudrait que j'achète ça. c'est Mm, mm. non, c'est mortel. Donc ouais, je pense que et puis voilà, pour être passé par des trucs un peu compliqués, c'est l'année dernière et tout. Moi, ça m'a vraiment reboosté de me retrouver dans. En plus, je fais ça en fait, donc c'est à Saint-Ouen, mais c'est juste derrière les puces de Clignancourt. Et en fait, je me retrouve en fait à ouvrir une boutique de comics là dans le quartier en fait, parce que la rue Belliard est juste derrière en fait les puces de Clignancourt. Et moi, j'ai habité pendant 15 ans dans la rue Belliard, j'ai grandi là et tout. J'ai ouvert mon premier lug en fait, c'était dans la rue Belliard. Et me retrouver en fait là au marché Dauphine à ouvrir un truc de comics, pour moi, il y a une espèce de retour aux sources voilà, qui est juste mystique, tu vois. Mm. Il y a quelque chose de magique et de mystique. La boucle est bouclée. C'est le bonheur Ouais. absolu. Franchement, je kiffe. Pourtant, on est ouvert que 3 jours, hein, Ouais. mais franchement, Ouais. c'est le pied. Redis-nous alors, c'est ouvert du samedi au Samedi, lundi. le samedi, c'est de 10h à 18h. Le dimanche, c'est de 11h à 18h. Et le lundi, c'est de 12h à 17h. Et donc, on est au 132 rue des Rosiers, à Saint-Ouen, au marché Dauphine. On a un Instagram qui s'appelle le Cuba Comics où on a fait un petit réel avec justement suivez le guide. Hein. C'est assez simple en fait quand on arrive au 132 rue des Rosiers pour nous retrouver. Il y a une immense fresque de bande dessinée qui mélange des trucs franco-belges et américains. Donc on était prédestinés à nous retrouver là. D'accord, c'était Il y a des préexistant. Superman tu dois, donc ça c'est génial. Ouais, donc c'était déjà existant avant le Cuba Comics quoi. Donc ça c'est cool. Et voilà. Et puis donc en semaine, on est effectivement, c'est pas ouvert, mais comme je disais en off tout à l'heure, on peut l'ouvrir en fait la boutique, parce qu'on est. Enfin, moi, je peux me déplacer à la boutique et tout. Faut que la personne me dise oui. Bon, si là, je peux pas venir en week-end, est-ce que vous pouvez ouvrir là? Moi, j'y viendrai et tout, tu vois. Mais en semaine, Click and collect est possible presque. ouais, voilà, c'est un peu ça, exactement quoi. En parlant de ça, on n'a pas encore lancé d'ailleurs officiellement la VPC, la vente par correspondance. On le fait un peu officieusement depuis une semaine, parce qu'il y a des gens, justement, comme on essaye un peu de communiquer pas mal sur les réseaux, il y a des gens qui nous disent ah mais putain vous avez ça, mais je suis pas de Paris et tout, je vais acheter et tout. Bon, on le fait un peu, mais on le fait à la marche parce que Comics on moderne. voulait, alors c'est un peu, c'est pas un peu con de dire ça parce que les comic shops à l'ancienne à Paris, si il y en avait dans la rue Dante à l'époque. Ouais. Il y en avait. Et donc en fait, on essaye un peu de reproduire un peu ce truc-là, un peu le truc un peu mi-confidentiel, mi-populaire et tout, qu'il y avait dans la rue Dante. Puis sachant qu'en plus, tu vois, sur Paris, pourtant on parle de Paris, tu vois, et t'as pas de. C'est un marché, un marché qui est absolument pas concurrentiel. Il y a trois boutiques de comic book sur Paris. T'as DS, t'as Central, t'as Album qui ont du back issue. Pour DS, ils sont Fred, qui est donc le gérant, lui a implanté depuis 40 ans. Enfin voilà, c'est de la vie, le mec, voilà.
Il a du back issue de ouf et tout, mais c'est pas Central, c'est pareil. Central à Bercy. D'ailleurs, le mec qui s'occupe de Central, Dynamo, a commencé au puce. Et après, il a eu sa boutique. exact. Il a ouvert sa boutique à Bercy. Et c'est pareil, tu vois, même album, ils ont un petit rayon back issue et tout. Oui, Pulp, c'est genre, plutôt. Pulp, ils ont que du récent, tu vois, et tout. Maintenant, c'est le cul de la nouveauté. La nouveauté alors, quand je dis la nouveauté en back issue, j'entends genre années 2000, quoi, tu vois. Je parle pas de la nouveauté kiosque ou librairie et tout. Parce que eux, c'est leur cœur de marché. Pulp ou album, c'est pas sur le back issue, hein, tu vois, la thune, c'est vraiment sur la nouveauté pure et dure, quoi. Les trades paperback et tout. Et nous, en fait, voilà, on est sur un truc qui est pas concurrentiel. En plus, on fait vraiment que du oldies, quoi. Tu vois, on est vraiment que sur ce marché-là, quoi. Donc voilà. Bonne visite pour le week-end. Il faut venir au Cube, bien accueilli. Il y aura des bières. On va enregistrer l'émission là-bas. On va essayer de en direct. C'est rigolo. Ça pourrait se faire. Ça et te suivre dans une de tes négociations pour chiner un peu et attraper ça. Puis le reste, ouais. C'est incroyable. C'est une partie vraiment hyper excitante. Ouais, ça se truc là. Putain, faut aller là, mais merde. Tu fais un aller-retour en fait dans la journée et tout. C'est assez ouf, quoi. Puis la découverte des trucs, ça doit être quelque chose. Quand tu tombes sur un bon vivier. Et tout, tu dis putain, merde, il y avait ça et tout. Trop bien. J'avais jamais lu ça, mais putain, putain, faut que je le garde pour moi. Ah bah non, c'est pour la boutique, tu vois. C'est des grands sacrifices. Voilà, il y a beaucoup de vidéos qui tournent. On se demande, la question souvent arrive, comment découvrir les comics, comment rentrer dans les comics, quelle est la porte d'entrée. Voilà. Vous allez trouver, vous allez chez Cuba Comics le week-end à Paname. Et voilà, je pense que Bruno vous montrera l'entrée la plus sympathique. Dit comme ça fait un peu bizarre, mais c'est trop brillant. Parce que vous avez l'esprit mal placé, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire aujourd'hui. Tout est mal interprété. Merci Bruno pour nous avoir fait découvrir. Merci de m'avoir invité. Encore un plaisir. Au lieu du monde des comics. Mon bon Jérôme, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Merci à vous. Isaac de même. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés plutôt. Merci à nous d'être présents aussi, c'est vrai. On est, On est sur toutes les bonnes plateformes de podcast, le plein de super. On est sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous cliquez sur la petite cloche pour être averti dès qu'il y a un nouveau contenu qui sort, parce que maintenant c'est reparti. On a fait une petite pause, mais ça c'était exceptionnel. La petite cloche, n'hésitez pas à commenter, parlez-nous un petit peu d'Iron Man, vos moments préférés, vos petites réactions, si vous avez des choses à redire sur l'émission, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, n'hésitez pas, partagez sur les réseaux sociaux, voilà, c'est à peu près tout, abonnez-vous, etc. Voilà, donc c'était notre émission spéciale sur Armor Wars, Star Wars, comme on disait à une époque. On se retrouve très bientôt pour d'autres aventures. Je ne sais pas du tout de quoi on va parler dans la prochaine émission, mais ça sera sûrement un truc super cool. Voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye les gens. Ciao. Salut.